Les amis, bienvenue dans cette nouvelle conférence philosophique en direct, suivie de questions-réponses Philharmonie. Philharmonie, c'est quoi? C'est un cycle de conférences où nous faisons à la fois un état des lieux de l'art au-delà de l'art contemporain. Nous essayons d'esquisser ensemble une nouvelle dimension aux créations d'aujourd'hui et de demain. Mais c'est aussi un cycle de conférences qui vous laisse la parole, puisque après 1 heure de conférence, nous aurons un échange d'une demi-heure de questions-réponses. Donc, il s'agit d'une conférence inédite que j'ai préparée rien que pour vous. C'est la deuxième de ce cycle de conférences. J'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver. Et là, pendant les 5 minutes qui viennent, on va partager abondamment cette vidéo de façon à ce que vos amis puissent aussi participer. Donc, prévenez vos amis artistes notamment. Ça peut les inspirer, ça peut leur faire voir les choses différemment. Prévenez vos amis philosophes s'ils ont envie de venir philosopher avec nous. C'est l'occasion. C'est une conférence inédite, je l'ai dit, où dans un cycle de conférences, je ne sais pas combien il y en aura peut-être une quarantaine. Je vais tenter d'esquisser ce qui est pour moi la grande révolution de l'art aujourd'hui, et c'est une révolution qui connecte l'art et la vie. Voilà, Philharmonie, c'est à la fois la philosophie et la place que l'on prend dans le monde. Et la théorie qui s'esquisse, c'est que l'art peut nous aider à cela. Voilà, vous êtes 15, donc on partage, vous connaissez le principe, on partage abondamment cette page, ce que je fais avec vous. Donc pendant l'heure de conférence, il y aura bien sûr, vous pouvez bien sûr discuter entre vous, évidemment, c'est même recommandé, souligner ce que je dis, réseau bof bof, tu fais bien de me le dire Sophie. Est-ce que pour les autres, la connexion est mauvaise également, ou est-ce que c'est que un problème du côté de Sophie? C'est l'occasion de régler ces problèmes-là. Je me suis mis en Wi-Fi, j'espère que ça va, mais dites-moi s'il vous plaît. Manifestez-vous un peu. Hop. Alors, est-ce que vous entendez bien? Mais bonsoir Vincent, merci Sophie. Donc j'attends que vous me disiez si la connexion est bonne, vous êtes une vingtaine, sinon je passe en 4G. Voilà le dilemme de ce soir. Donc, est-ce que ma voix est claire pour ceux qui sont habitués à ce genre de vidéo live? J'attends vraiment votre réponse. Très bof chez moi aussi, bonsoir. Donc il y en a 2 pour qui c'est bof. Géraldina dit ça marche. Estelle, est-ce que ça marche? D'accord, ça marche. Donc voilà. Donc je crois que ça marche. Donc ceux pour qui c'est bof, essayez de vérifier votre réseau. Peut-être qu'il faut passer en 4G. Parfait pour moi, d'accord. Donc il y a plus de parfait que d'autres choses. C'est nickel. Bon voilà. Merci les amis, c'est super. Donc ceux qui ont un problème, n'hésitez pas à le signaler. Et bonsoir. Et on va régler ce problème tous ensemble. Vous allez le régler entre vous. Ok, super. Donc on partage. Vous connaissez le principe. Ce que je m'empresse de faire, donc on partage sur son journal, avec un petit mot, rejoignez on fait un petit mot aux amis, et je vois ceux qui partagent, figurez-vous. Donc n'hésitez pas à partager, je vous remercierai personnellement, ce qui est quand même vraiment sympathique. Merci la technologie Facebook. Donc voilà, on partage aussi sur les groupes. Je vais partager par exemple sur le groupe L'Avenir de l'Art, qui est un très bon groupe. L'Avenir de l'Art. Boum. On partage bien sûr cette vidéo sur vos pages. Vous avez peut-être des pages artistiques, des pages de débat, des pages de réflexion. Alors n'hésitez pas à partager également sur ces pages-là. Et je commencerai, donc il me reste 1 minute de partage. Vous, tout au long de cette vidéo, vous pouvez bien sûr partager. Donc n'hésitez vraiment pas, surtout si vous avez des amis artistes, des amis qui s'intéressent à la fois à une vision un peu philosophique de l'existence, très novatrice. Je fais vraiment attention à ne pas enfoncer des portes ouvertes, donc à proposer vraiment du nouveau dans ma grille de lecture de l'art et de la vie. Il s'agit vraiment de choses tout à fait nouvelles. Donc voilà, si vous avez des amis qui aiment être à l'avant-garde d'une réflexion, en tout cas parmi d'autres, sur l'art. Alors je vous montrerai aussi, enfin je vous ferai plutôt écouter une de mes créations, comme à chaque fois dans Philharmonie. Je vous fais écouter donc une œuvre, et là ça serait une œuvre musicale bien sûr, puisque c'est
en tant que compositeur aussi que je prends la parole avec vous. Et donc voilà, et je commenterai aussi cette œuvre, on en discutera. Alors voilà, on a discuté, bim bim. Je crois qu'on est bien. Qui ne partage pas là? Jean-François ne partage pas, Sandra ne partage pas, Stéphanette ne partage pas. N'ayez pas peur de partager. C'est vraiment important quand on incite les gens à partager. Vraiment, on est plus nombreux. Et du coup, dans les questions-réponses, c'est-à-dire dans 1 heure, on fera des questions-réponses pendant une demi-heure. Ça va aller vite, ça va aller fort, ça va aller loin, ça va être magnifique. Alors, on partage encore. Je partage aussi. Boum, boum, boum. Alors, il faut choisir où on partage pour que ça fasse le plus d'effet. Hop. Voilà, il y en a qui partagent 7. Vous êtes 7 à avoir partagé. Elsa, merci. Et tous ceux qui ont suivi le mouvement. Mais ne vous arrêtez pas. Je vais commencer ma conférence, mais tout au long de la conf, vous pouvez aussi partager directement à vos amis en message privé ou directement sur leurs journaux. Voilà, donc vous envoyez cette vidéo. Et on les accueille et on leur, on leur réserve un sort merveilleux et scintillant. Et ça va être très bien. Boum. Et oh. Voilà. Moi j'ai fait mon boulot. Maintenant je ne vais pas évidemment partager puisque je serai avec vous en train de philosopher. Donc ceux qui ne connaissent pas le principe Philharmonie, d'abord ça consiste à bloquer son smartphone puisqu'on est en vidéo live. Et donc on prend ce risque énorme, ce risque périlleux d'adresser la parole en direct et sans filet. Voilà, au milieu des fleurs, bienvenue chez moi, dans mon bordel que vous voyez se dessiner. Donc bienvenue à tous. Pendant que vous partagez abondamment cette vidéo, je commence cette conférence. Donc le programme il est simple. Pendant 1 heure, je vais vous faire part de cette conférence que j'ai préparée spécialement pour vous, qui est une conférence inédite que je ne reproduirai nulle part comme toutes les conférences que je fais. Je ne me répète absolument jamais, c'est pour ça que j'ose le live, parce que vous pouvez voir, aucun live n'est identique, donc c'est un travail en amont conséquent. On va aussi forger les notions dont on avait parlé au Philharmonie numéro 1, que je mettrai en description de cette vidéo. Vous rappelez peut-être de ce qui s'était passé à Philharmonie numéro 1, j'avais peint toute la journée, 5 heures de peinture ou 6 heures de peinture, et j'étais juste en transe. Et j'ai commencé en transe, et j'ai fini vraiment en disant je peux plus continuer, j'ai failli faire un malaise. Voilà, donc j'espère que ça se passera mieux là, mais c'était très marrant, et puis vous m'avez bien soutenu avec des likes abondants, j'ai vu des cœurs défiler, des petites mains bleues, des rires et tout, donc c'était sympa. Les likes, ça booste l'intervenant, donc n'hésitez pas à liker abondamment mes amis. Dans Philharmonie numéro 1, ça s'appelait Vers la lumière, on a parlé de choses assez passionnantes. On a parlé des précurseurs de ce que j'appelle l'ère thumétique. L'ère thumétique, que quelqu'un va pouvoir écrire, merci Nathalie d'avoir partagé, merci tout le monde. L'ère thumétique, c'est cette nouvelle ère que j'essaye de circonscrire, que j'essaie de forger conceptuellement, de façon théorique, mais aussi avec des exemples précis. C'est une ère où le thumos, qui est chez les Grecs et notamment chez Platon, la partie irascible de l'âme, la partie héroïque de l'âme, la partie impétueuse de l'âme, qui se situe dans la poitrine, alors que le nous, la partie rationnelle pure, se situe dans la tête, et l'épithumia, la partie pleine de pulsions, de désirs, se situe dans le bas-ventre. Voilà, je pose que nous entrons dans l'art aujourd'hui, alors qu'il y a eu des précurseurs pré-thumétiques, mais nous sommes en train d'entrer, de vivre une véritable mutation de l'art en tant que tel, qui va de pair et qui est corrélée complètement avec une mutation de notre rapport existentiel au monde, aux autres et à la vie. Et donc c'est ce parallèle entre une vie qui change, un mode de vie qui change, des préoccupations et des valeurs individuelles qui changent totalement, où on se centre beaucoup plus sur le sens, plus que sur l'argent, où on se centre plus sur la signification profonde de ses engagements, de sa vie. Aujourd'hui, les crises existentielles, j'en entends partout autour de moi, par des femmes et des hommes qui ont à peine 30 ans, et qui se posent des questions existentielles. Quel est le sens de ma vie? Que dois-je faire pour me sentir que j'ai réussi ou fait quelque chose d'intéressant dans ma vie? Voilà, ces questions qu'on se posait selon la fameuse crise de la quarantaine, image d'Épinal, qui en général était la crise de la cinquantaine. Aujourd'hui, c'est la crise de la trentaine, voire même de la vingtaine.
Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas bien sûr d'une transformation générationnelle. Il s'agit d'une crise qui traverse tous les secteurs, une crise, Kenneth Galbraith, l'économiste, appelle ça la grande crise, il a tout à fait raison, dans un très beau livre que je vous recommande, la grande crise et d'autres façons d'en sortir, des façons alternatives d'en sortir. La grande crise, elle nous frappe tous, elle nous touche tous, et elle touche aussi notre rapport au monde et notre rapport à l'art. Et les artistes qui sont dans cette crise et qui disent cette crise et qui essayent de trouver des solutions, car c'est un des grands pans théoriques que j'essaie d'amener, c'est que tout artiste cherche des solutions à quoi, on va le voir. Mais tout artiste est un philosophe plasticien, musical et compositeur, qui cherche des solutions avec un matériel sensoriel, artistique, émotionnel, plastique, lumineux, pigmenté, apertural. Apertural, ça veut dire qu'il favorise l'ouverture. Faut quand même apprendre quelques mots nouveaux, hein, ça serait pas rigolo sinon. Vortical, vortical, c'est ce qui favorise l'élévation verticale. En tourbillonnant. Bref, le matériel à la disposition des artistes leur sert aussi à exprimer cette crise. Donc c'est intéressant parce qu'on voit que l'artiste a une double fonction dans ce que je suis en train de définir avec vous. Il a la fonction de recevoir l'époque dans ses tares, dans sa toxicité, dans sa facticité, dans sa vacuité. Il reçoit l'époque, il en est imprégné, c'est peut-être le premier malade de l'époque, l'artiste. Et malade volontaire. Il prend les miasmes de l'époque, il prend les symptômes de l'époque, et ensuite, deuxième fonction de l'artiste, il essaye de se curer. L'artiste est toujours en thérapeutique avec l'époque, mais aussi je dirais, en rapport pathogène avec l'époque. C'est le premier à tomber malade de l'époque, à s'inspirer de l'époque dans sa nocivité première. L'époque, pour tout artiste, l'époque doit être vénéneuse, sinon il y a peu de création. Et ce venin est comme une contrainte artistique. Et on l'a vu, en tout cas dans notre première philharmonie, la première conférence, on a vu qu'il allait vers la lumière fort de cette radicalité dans ses combats. On a parlé donc des spirituals, hein, les Noirs américains esclaves qui, à travers le chant, et toute une mythologie de la libération, notamment dans les États du Nord de l'Amérique, recyclait les concepts de la Bible pour, en fait, donc, parlait des pharaons, parlait des élus, etc., pour parler d'eux-mêmes, étant voués à une terre promise qui serait non pas Canaan, mais le Canada ou le nord des États-Unis. Donc on a vu par un système de codage, de déchiffrement, de rechiffrement, on a vu comment la musique pouvait être totalement connectée à la sauvagerie de l'envie de se libérer, cet ensauvagement nécessaire qu'on doit garder. On a analysé aussi le flamenco dans ce sens-là, dans le premier Philharmonie. Flamenco qui est connecté aux forces chtoniennes, aux forces de la terre, de la métallurgie, de l'enclume qui frappe, et puis avec ce monde gitan qui vient de l'Inde, du Nord, comment il y a eu un immense mélange avec les trois religions qui existaient dans l'Espagne médiévale, dans l'Andalousie médiévale, le chant des synagogues, la psalmodie musulmane, les chants chrétiens, les psaumes chrétiens, et on a vu comment tout ça se mélangeait avec l'Inde, et comment tout ça était en fait une danse et un chant incandescent et puissant, bien au-delà de Django, ou bien en deçà de Django, comme tu dis, Elsa. Et donc on a vu comment la musique n'était pas simplement quelque chose de l'ordre de l'ornement, ou quelque chose de l'ordre de la pure conceptualisation, comme c'est souvent le cas dans l'art contemporain et la musique contemporaine, mais était connectée au corps du début à la fin. Il prend le corps dans son opacité lourde et aboyeuse, et il va élever le corps vers la lumière, lui montrer le bout du tunnel, et donc engager le corps dans des traverses de libération, d'épanouissement. Mais épanouissement sonne vraiment très fort, parce que ça vient de la noirceur et de la mort. Remettre dans la vie. Voilà une des fonctions de l'art thumétique. Remettre des sociétés moribondes dans la vie. L'art thumétique est un art
thérapeutique. Thumétique et thérapeutique commencent pareil et finissent pareil. Voilà, on change juste le milieu, mais c'est la même chose. Le TH et le IC. Thumétique, la thumétique est une thérapeutique. C'est même pas de la musicothérapie, c'est même pas de l'art-thérapie. C'est la définition même de l'art comme une thérapie pour se soigner de l'époque et de la toxicité de l'époque. Ce qui entre dans l'art thumétique me rend plus fort, on pourrait dire en parodiant Nietzsche. Alors, dans cet art, nous allons maintenant non pas aller vers la lumière dans cette conférence, et après il y aura encore une fois, je vous le dis, des questions-réponses, et donc pendant que vous partagez sur toutes vos pages, préparez aussi vos questions-réponses, puisque quand j'aurai parlé pendant 1 heure, on fera une demi-heure de questions-réponses. Dans cet épisode de Philharmonie, on va voir comment l'art aussi est une façon non pas de s'extraire du venin de l'époque pour aller vers quelque chose de lumineux, de viable, de vivace presque, mais pour aller vers la plénitude. Et on va essayer de comprendre ce que signifie cette idée de plénitude, qui n'est pas du tout l'idée d'une libération. Voilà. Alors, il faut bien sûr faire un petit passage parmi certaines œuvres pour comprendre de quoi on parle. Je pensais notamment à une artiste qui m'a vraiment surprise et bouleversée, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Patricia Piccinini, une artiste australienne née en 1965 et qui se rapproche du bio-art en ce sens qu'elle crée des monstruosités hybrides et qui rendent mal à l'aise. On pourrait croire qu'on est dans l'art contemporain. Je rappelle quand même les 4 périodes artistiques que j'ai mentionnées et survolées. Invitez vos amis en cliquant sur partager. Michel, je t'aime, Michel, je t'aime, je t'aime. L'art aurait... Alors Nathalie, ce n'est pas un Dream Tanks, donc tu peux bien sûr poser des questions, mais je n'y réponds qu'à la fin, donc au bout d'1 heure de conférence, et on aura une demi-heure d'échange, et je vais garder le timing. Là, ça fait 16 minutes, donc j'ai encore 45 minutes, Nathalie. Donc ne te vexe pas si je ne réponds pas tout de suite aux questions, et garde-les de côté pour tout à l'heure quand j'ouvrirai le bal des questions. Donc Patricia Piccinini fait des choses monstrueuses et qui provoquent un véritable malaise, qui interroge notre capacité au dégoût, notre seuil de tolérance face au dégoûtant. On a des enfants, on a des souris avec des oreilles humaines qui sont hybridées dessus, on a des adolescentes avec de la barbe et avec des poils humains. On a vraiment quelque chose de l'ordre de l'hybridation science-fiction, vous voyez. Regardez quelques œuvres, bien sûr, sur Internet, vous verrez. On est entre la nature, la biotechnologie, la science, et là vraiment on a la science qui inspire l'artiste, mais véritablement la science inspire l'artiste chez Patricia Piccinini. Si quelqu'un veut mettre des liens, n'hésitez pas à poster des liens d'ailleurs pour qu'on aille voir, mais de façon glauque, de façon sulfureuse, de façon voilà informe quelque part. On est dans des formes qui à force d'hybridation incongrue deviennent informes. On a l'impression que tout ça ne tient que par un collage artistique, bio-artistique absolument détestable, et qu'une sorte de sorcier Frankenstein s'amuse à recomposer le vivant selon sa fantaisie. Donc c'est vraiment étrange de voir ces sculptures en silicone et en cheveux humains, où des animaux et des enfants se mélangent. Mais Patricia Piccinini, surtout, ce qu'elle provoque, en tout cas c'est comme ça moi que je conceptualise ma rencontre avec son œuvre, très intéressante, très intéressante. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a une modalité de hantise. Je ne prends pas du tout le mot dans l'acception de Derrida. Derrida, pour moi, me fatigue, voilà, je vous le dis tout de suite. Et ce n'est pas du tout une référence au jargon spectral de Derrida. C'est pas une hantise de Marx, c'est une véritable hantise comme on peut être hanté par des cauchemars, vous voyez. C'est-à-dire que cette œuvre a ce que j'appelle une rémanence, elle perdure en nous-mêmes, dans notre psyché, nous y pensons, la rencontre a été une rencontre événementielle, nous avons été frappés par l'événement, la surprise violente que provoquent ces œuvres, qui nous perturbe, qui décompose nos repères. Tout ça, pour moi, c'est vraiment de l'art contemporain. C'est la définition même de l'art contemporain
qui scandalise pas pour scandaliser, ça c'était le début de l'art contemporain, dans les années 20 on va dire, mais maintenant qui justement scandalise peut-être parce qu'il s'agit toujours de décomposition du connu et des normes, et d'une remise en normes où on cherche les normes. Quand vous êtes face à une œuvre contemporaine, la plupart du temps vous vous dites, ok, quelles normes ont été déconstruites et quelles normes sont en train d'être reconstruites sous nos yeux, et on veut accéder à la clé normative, une nouvelle clé normative. Et la plupart des artistes contemporains ont ce réflexe-là totalement assumé. Il y en a qui écrivent des textes, qui font des conférences, qui expliquent qu'ils ont voulu dénoncer des normes en général. C'est très militant foucaldien, très French Theory. On dénonce des normes et puis on recompose. Alors il y a quand même une pulsion normative extrême dans l'art contemporain, qui pour moi justement est la limite de l'art contemporain. C'est qu'on essaie de recréer une sorte de machine à normes. Même si c'est dans l'informe, ou même si c'est dans une interrogation de l'art, de ce qu'est c'est l'art, l'art contemporain est toujours méta-artistique, hein, il s'interroge sur l'art, c'est l'art qui fait de l'art et qui s'interroge sur l'art. Il y a toujours cette idée de, dans ce que je produis, cette production artistique décompose et recompose des normes, des lignes de sens. La poésie contemporaine, c'est ça. Qu'est-ce qu'on déconstruit, qu'est-ce qu'on reconstruit, etc. Pour moi, c'est la troisième période artistique. Avant l'art contemporain, on était dans l'art moderne, qui comprend le romantisme, mais la sortie du classicisme, on va dire, jusqu'à l'art contemporain. Et c'est une période où il s'agissait plutôt d'être à l'écoute des besoins intérieurs, donc c'était plutôt l'artiste qui était la vedette de cette forme d'art, de cet immense, je dirais, paradigme artistique. C'est 4 paradigmes pour moi, c'est-à-dire des conceptions globales et systémiques qui imposent des choix aux artistes, des normes, une vision du monde. C'est vraiment des visions du monde, les paradigmes. Et donc le paradigme moderne en art, c'est vraiment l'intériorité de l'artiste qui cherche à s'exprimer. Alors bien sûr, il y a des artistes modernes aujourd'hui. Bien sûr, voilà, il y en a qui font des jeux de mots, c'est parfait. Il y a des lacaniens parmi nous. C'est vraiment cette idée dans l'art moderne d'exprimer l'intériorité. Et il y a des artistes aujourd'hui, que ce soit en art contemporain, en danse, en peinture, en musique, qui cherchent à exprimer une intériorité. La plupart du temps, aujourd'hui, ceux qui font ça sont les artistes de variété dans la musique ou de musique de film. Musique de film, je dirais, lyrique. C'est un lyrisme qui n'est plus tellement dans l'avant-garde de ce qui se fait, même dans le néoclassique. Ça reste néoclassique, ça reste pas contemporain. On a du mal à mettre l'étiquette contemporaine. Ça, c'est l'art moderne. Et puis, avant l'art moderne, on n'est pas tellement dans la connexion aux besoins de l'individu, de l'artiste, etc. On est dans la connexion au désir, au désir de normes, aux valeurs, aux canons. Et donc, il y a des règles. Et ces règles sont respectées dans l'art classique. On peut jouer avec, on peut atteindre des sommets d'ailleurs dans le jeu, mais il ne s'agit pas véritablement de transgression. Donc il y a des règles, des canons, du comme il faut, et on les respecte plus ou moins. Ça, c'est l'art classique. Donc on voit que l'art moderne a été une transgression de l'art classique. Bonsoir Issa, bienvenue. L'art moderne a été une transgression de l'art classique parce que, en voulant écouter ses émotions profondes, l'artiste parfois transgressait par rapport au comme il faut, par rapport aux normes qui étaient édictées à l'orthodoxie. Mais l'art contemporain est encore plus une transgression de l'art classique et une transgression de l'art moderne, car il ne s'agit pas du tout d'exprimer un besoin d'ordre pulsionnel ou émotionnel, il s'agit vraiment de produire une œuvre d'art qui a décomposé les normes et qui en elle-même recompose des normes de par l'intentionnalité. Je résume un peu ce qu'on a vu avant, l'aboutness dont parle Arthur C. Dento. Et donc Dento parle d'aboutness, c'est-à-dire d'intentionnalité de l'œuvre, et il suffit d'avoir une intentionnalité artistique pour que ça soit déclaré comme œuvre d'art. La 4e période que nous allons voir aujourd'hui, et que nous allons continuer dans ce cycle de conférences, c'est l'art thumétique. Donc classique, moderne, contemporain, thumétique. L'art thumétique, le but n'est pas tellement de produire du dénormé, renormé ou de l'intentionnalité artistique, c'est pas l'œuvre qui est au centre, c'est le public. C'est peut-être la première fois où le public va être vecteur et constructeur, on pourrait dire co-constructeur ou co-créateur de l'œuvre elle-même, de l'œuvre en tant qu'œuvre d'art.
Et donc le public, il s'agit vraiment d'harmonie pour le coup, il s'agit d'entrer en harmonie, en résonance avec le cosmos, avec le monde, avec le public. Et la question de l'œuvre d'art, c'est comment elle s'inscrit dans l'ensemble des dispositions divertissantes, pulsionnelles, passionnelles que propose une société par rapport aux citoyens, par rapport à ses citoyens. Oui, thumétique, c'est une notion inventée par moi. Même la thumétique, j'appelle ça. C'est même au-delà de l'art. Je parle de thumétique, c'est une philosophie, c'est un mouvement, c'est une thérapeutique. Voilà, c'est global. C'est un mouvement global. Alors, cette hantise dont je parlais en parlant de Patricia Piccinini, on a vraiment cette idée qu'il y a une rémanence, que l'œuvre d'art nous hante. Et ça, vous avez déjà fait cette expérience-là, dans l'art contemporain, dans l'art moderne. Alors c'est plus facile quand les formes classiques correspondent à une sensibilité déjà aiguisée de la part du public. Un air de variété, on le retient. Est-ce que c'est une hantise pour autant? Qu'est-ce que j'appelle hantise? Je vais le définir avec vous. Une hantise, c'est par définition, selon moi, quelque chose d'extrêmement désagréable, dont on aimerait se débarrasser, mais on ne peut pas. Une hantise est une impossibilité d'oubli. C'est-à-dire qu'on a quelque chose. On peut être hanté par un cauchemar, pas par un rêve. Un rêve, par définition, vous enchante, mais ne vous hante pas. Être enchanté, et l'enchantement au sens magique, magicien du terme. Alors c'est de ton côté, Edna, parce que la connexion est bonne, essaie de voir sur ton ordinateur. L'enchantement, c'est au contraire quelque chose d'agréable et on veut que ça dure et on est heureux que ça dure. Ça reste, on est dans l'enchantement, les histoires d'amour ou être face à un spectacle magnifique qui résonne, un beau coucher de soleil, être enchanté par le son d'une voix de cantatrice. L'enchantement, c'est quelque chose d'agréable que je veux, dont je veux la rémanence en moi-même. Mais la hantise est beaucoup plus intéressante car dans la hantise s'opère quelque chose d'intéressant. Je vous rappelle que les questions-réponses, ce sera dans 40 minutes, mais n'hésitez pas à les poser. Dans la hantise, il y a vraiment l'idée que je suis impuissant à me débarrasser de quelque chose qui me révulse, qui m'interroge, qui m'inquiète. On est hanté par des angoisses, on ne peut pas s'en débarrasser, elles sont pourtant là et elles ont une rémanence très forte en moi-même. On est hanté par des choses désagréables. Et pourquoi elles sont désagréables, ces choses? Quand je prends l'exemple de Patricia Piccinini, mais je pourrais prendre moi d'autres exemples beaucoup plus doux, parce que c'est vrai que Patricia Piccinini, avec ses œuvres d'art hybrides et monstrueuses, bon, on comprend que le mot hantise puisse s'appliquer. C'est juste Frankenstein, c'est juste horrible. Merci Cyril de m'accompagner là-dedans, c'est vachement bien. Et puis vous pouvez liker les amis, vous êtes 40, j'aimerais bien des petits cœurs de tout le monde, moi ça m'encourage. C'est ça aussi l'intérêt du live, c'est qu'on peut être reboosté par son public actif. Et voilà, et puis on n'oublie pas qu'on a un corps. Gonzalo Chillida. Gonzalo Chillida, lui c'est un peintre qui est classé dans la peinture lyrique basque. Et Gonzalo Chillida, lui, il fait des paysages qui ne sont pas du tout monstrueux. Il fait des paysages, c'est un peu cubiste parfois, c'est assez sombre, assez mélancolique, c'est assez translucide, c'est ça qui m'intéresse. Vous savez bien que dans mon cycle de conférences Sens aigu, c'est demain à 21h, je parle de société translucide. Et donc lui, il travaille cette idée de translucidité, je crois qu'il nous a quittés en 2008. Et il y a des paysages, par exemple, assez champêtres. Il y a un très beau tableau qui s'appelle Bosquet. En 1989, il peint ça. C'est une sorte de fresque en long, comme ça, que vous pouvez aussi trouver. N'hésitez pas à coller les liens HTTP. Et donc, on voit des arbres, mais des arbres à l'infini. Et la lumière translucide derrière ces arbres nous fait penser qu'il s'agit d'une collection. On ne peut pas s'empêcher de voir une collection presque vivante. On voit vraiment la vie de ces arbres et à la fois le côté fossile et minéral que peuvent avoir ces choses rigides. Et la lumière derrière nous fait vivre ces arbres qui sont comme des points morts à travers la vie. C'est très très beau, on dirait presque des barreaux d'une prison. Et cette prison retient une matière vivante qui est la luminescence derrière. Voilà comment j'analyse un peu cette œuvre de façon sommaire. Cette œuvre, pour moi, est extrêmement thumétique. Il y a vraiment une hantise quand vous êtes confronté à cette œuvre et que vous pouvez la contempler, vous absorber. On parlera de ça dans une conférence de comment déguster une œuvre d'art pour être transformé par elle, pour la vivre comme un événement.
vraiment, quand vous êtes face à cette œuvre, elle reste en vous. Il y a une rémanence très forte de l'œuvre. Et je ne vais pas dire que c'est un moment agréable. Donc, pour nuancer ce concept de hantise, il ne s'agit pas de quelque chose d'agréable. Il s'agit de quelque chose d'obsédant. La hantise est une obsession de quelque chose qui ne va pas de soi à ce que ça reste dans notre esprit. Des arbres avec de la lumière derrière, on a vraiment autre chose à faire que d'avoir ça dans notre esprit lorsqu'on est dans plein de livres, dans plein d'actions, dans des conférences, voilà, dans nos vies quotidiennes. On a autre chose à avoir que ce paysage mystérieux mais en fait hyper simple, et pourtant on y pense. Et pourtant l'œuvre nous travaille. Ça, c'est humétique. Et pourtant l'œuvre nous travaille et nous interroge. Dans cette obsession de la hantise, il y a toujours une question irrésolue que nous pose l'œuvre et à travers elle l'artiste, mais d'abord l'œuvre. L'artiste s'efface au profit de l'œuvre dans la thumétique, et cette œuvre nous pose une question, nous pose une question incessante, et une question qui n'est pas formulée. C'est ça la hantise. C'est recevoir une question qui n'est pas formulée, donc à laquelle on ne peut pas répondre. Mais pourtant, c'est une question, on voit le point d'interrogation, mais la question est floutée. Je parlais de translucidité. Elle apparaît de façon translucide, vous voyez. On distingue un peu les formes de la question, les mots, les entités de sens de cette question. Et pourtant, ils disparaissent. À peine ils apparaissent qu'ils disparaissent. Et par contre, le point d'interrogation est très clair. Et vous avez ce floutage d'une question qui fait que vous êtes absorbé par la question. Vous n'avez de cesse que de vouloir y répondre. Et pratiquement parlant, je dirais même rationnellement parlant, vous ne pouvez pas y répondre. Et comment répondre à une question qui n'est même pas formulée? Eh bien, c'est engager le corps dans l'œuvre. Et voilà comment fonctionne la thumétique. La thumétique est cette projection du corps que je délègue par rapport à ma rationalité qui n'arrive pas à répondre et qui s'épuise à vouloir répondre je dirais, à l'irresponsable, on pourrait dire. Eh bien, du coup, j'y engage mon corps. Je vous le fais très simplement, ça me prend trop la tête, allez vas-y corps, réponds. Et quand j'engage mon corps, j'engage mon sentiment, j'engage mon émotion, j'engage le mystère. Je ne suis plus dans la performance de la rationalité instrumentale qui cherche à répondre à tout prix, je suis dans un mystère que je vis et qui me traverse. Et là, vous avez une sorte d'osmose rayonnante entre l'œuvre d'art qui questionne, qui dit « alors, tu réponds, vas-y, réponds », et qui revient dans notre tête à des moments incongrus de la journée, à des moments incongrus de nos rêves nocturnes, à des moments incongrus de nos conférences, de nos activités diverses. Cette image nous frappe, cette œuvre nous interroge, nous soumet à un interrogatoire plus ou moins violent. Chez Patricia Piccinini, c'est violent. Chez Gonzalo Chillida, c'est pas violent. Et pourtant, on est interrogé, on est soumis à un interrogatoire obscur, mystérieux, abscon, inintelligible. Un interrogatoire qui nous presse de répondre, mais l'interrogatoire est inintelligible. Et donc, vous avez ça aussi, il y a aussi des artistes pré-thumétiques qui font ça, mais vraiment pré-thumétiques. Je pense à Dorothy Tennant, une peintre victorienne, de l'ère victorienne, où vraiment moi j'adore ses portraits, j'adore le traitement qu'elle fait de la peau, etc. Où moi ça m'obsède. Après, chacun ses obsessions. Quand Sonny Labutansi, auteur congolais, nous dit que l'art c'est réveiller nos obsessions, il parle vraiment de ça, être hanté. L'œuvre d'art doit réveiller nos obsessions. Cette définition est vraiment magnifique. Et on parle de l'informe. Alors c'est vrai que l'art contemporain a pressenti ça et a fait de cette catégorie de l'informe, qui est une catégorie développée par Bataille en 1929. Georges Bataille parle de l'informe, opération qui consiste à déclasser, dans le sens à la fois de rabaisser et puis de mettre du désordre dans une taxinomie, afin d'annuler finalement nos opérateurs logiques. Vous savez, dans la logique, on a le beau, le pas beau, le laid, on a l'espace, le temps, on a des catégories comme ça duelles
duales qui nous permettent de penser les choses. Eh bien, l'informe, le ver de terre, l'araignée, le crachat, ça c'est de l'informe, en tout cas pour Bataille. Et lorsqu'on a affaire à l'informe, on n'arrive plus justement à pouvoir classer ça, et donc ça vient perturber notre capacité à mettre en rationalité et en logique ce qui nous est donné. La philosophe qui développe vraiment ça, professeure à l'université de Columbia, qui développe cette notion d'informe esquissée par Bataille, elle s'appelle Rosalind Krauss, K-R-A-U-2-S. Rosalind Krauss, critique d'art, justement va développer cette notion d'informe, et puis la notion aussi d'inconscient optique, mais on en reparlera plus tard, mais cette notion d'informe est développée dans ce sens-là. L'informe finalement nous révèle que nous sommes des machines à donner de la forme, des machines à senser, c'est-à-dire à conférer du sens. Et l'œuvre d'art informe a cette magie que l'art contemporain a surexploitée. Mais c'est presque surexplicatif, il s'est épuisé là-dedans. C'est-à-dire qu'en utilisant l'informe, ou en prenant des formes et en les déformant, en jouant sur les normes des formes, finalement, l'art contemporain nous a montré que l'informe est une capacité à interroger nos propres champs de création perceptive. Nos champs de création perceptifs. Voilà. Mais l'art tumétique ne cherche pas simplement à faire nananaer à la raison, nananair, tralala, vous savez le truc enfantin, tralala, nananair, c'est-à-dire tu m'auras pas raison, tu m'auras pas rationalité, tu cavaleras toujours derrière mon œuvre. Et d'ailleurs, la glorification d'un artiste contemporain, c'est en général quand plein de philosophes parlent de lui, évidemment. Et d'ailleurs, on fait appel à moi, beaucoup d'artistes font appel à moi, je le dis avec grande fierté, que ce soit Art Press ou d'autres magazines prestigieux, on fait appel pour que je puisse produire du sens pour faire partir la machine à interprétation de l'art contemporain. C'est magnifique, j'adore l'exercice. On peut dire à peu près tout et n'importe quoi, tout passe, pourvu qu'on puisse avoir une rhétorique suffisante et des idées un peu nouvelles. Et c'est très inspirant de parler d'artistes. Mais c'est ça l'art contemporain, vous voyez, montre-moi que j'ai réussi ma machine de déconstruction des valeurs et de reconstruction bizarre. Et chaque critique d'art, et l'art contemporain fonctionne par les critiques d'art, alors que l'art tumétique fonctionne par un public, et même je dirais, au sens le plus trivial du terme, par des fans. L'art tumétique, c'est des fans, c'est en tout cas une communauté d'amateurs. Voilà pourquoi je parle de philharmonie. Philharmonie ne concerne d'abord que l'orchestre amateur. Ceux qui aiment profondément, et même s'ils sont populaires, et même s'ils n'ont pas fait de philosophie, le peuple, les citoyens, l'art tumétique ne s'adresse pas du tout aux critiques d'art. Bien sûr, les critiques d'art vont et s'engagent déjà dans l'art tumétique, mais l'art tumétique, il n'a pas besoin de l'informe pour questionner. Encore une fois, je vous ai parlé de ces œuvres d'art où il n'y a pas d'informe du tout, et pourtant ça obsède, il y a une hantise qui est réveillée. Cette hantise est importante parce qu'il s'agit véritablement de la rencontre avec une œuvre. Et j'insiste sur cette notion de rencontre. Pour moi, le philosophe qui parle vraiment, qui approche cette notion de philosophie tumétique est quelqu'un qui m'a inspiré de tous mes livres, en fait. J'ai une quinzaine d'ouvrages. Et c'est quelqu'un qui a été un maître pour moi. Vous connaissez peut-être un de mes maîtres, c'est Henri Lefebvre, que j'aime beaucoup dans sa critique de la société de consommation dirigée. J'ai un autre maître donc, dont je parle souvent, c'est Fatih Triki, qui est un philosophe existant, tunisien, professeur de Sfax, responsable de la chaire UNESCO de la philosophie en Méditerranée, Fatih Triki, qui est un de mes maîtres vivants. Mais j'ai un autre maître que je n'ai pas eu la chance, le bonheur de rencontrer, qui s'appelle Henri Maldinet. Henri Maldinet, je crois avoir lu beaucoup de ses livres, pas tous parce qu'il a écrit plein d'articles et j'essaie de les collectionner et on est plusieurs amis comme ça et on s'échange ces articles, voilà. Mais Henri Maldinet est un philosophe, un phénoménologue très original. Je ne crois pas l'avoir cité beaucoup dans mes ouvrages, mais là c'est l'occasion de lui rendre hommage sur l'art. Et même si pour moi, la limite, c'est toujours bien de voir la limite de ses maîtres, la limite d'Henri Maldinet, c'est son heideggerisme. Pour moi, il se fourvoie dans une lecture crypto-mystique au bout du compte, puisque dès qu'on fait de l'Heidegger, on tombe dans le crypto-mystique. Mais il est très très puissant au niveau de la création de concepts. Pour Henri Maldinet, il explique cette catégorie de l'ouvert, de l'ouverture, comme une catégorie fondamentale qui peut s'appliquer à l'œuvre d'art. Je vous cite Henri Maldinet. L'ouverture, qu'est-ce que c'est? Le nulle part sans négation. Le pur,
l'insurveillé, j'adore cette notion d'insurveillé, l'insurveillé, qu'on respire, qu'on sait infiniment et qu'on ne désire pas. On le respire, c'est l'évidence. On la sait infiniment, mais il n'y a pas un désir préexistant à ça. Alors ça, c'est pas Maldinet qui parle, c'est Rilke, Rainer Maria Rilke, dans les élégies de Duino, la 8e élégie, écrite en 1929, comme Bataille, vous avez vu le lien, Bataille qui parle de l'informe, et c'est Maldinet qui traduit Rilke. Hein. Le nulle part sans négation, le pur, l'insurveillé qu'on respire, qu'on sait infiniment et qu'on ne désire pas. Alors c'est fondamental. Dans un article de Maldinet, qui est paru dans Comparaison numéro 2 en 99, l'article c'est la poésie d'André Dubouchet ou la Genèse spontanée, voilà, je vous donne toutes les références. Voilà ce qu'il dit. L'existence est rare. Alors ça, pour Philharmonie, c'est très important comme citation, ça pourrait être mis en exergue. L'existence est rare. Nous sommes constamment, mais nous n'existons que quelquefois, lorsqu'un véritable événement nous transforme. Regardez la simplicité de cette phrase. Hein. L'existence est rare, nous sommes, le verbe être, nous sommes constamment, mais nous n'existons que quelquefois lorsqu'un véritable événement nous transforme. C'est-à-dire quelque chose qui sort de la trame du quotidien, quelque chose qui fait exception par rapport à l'attendu. C'est cette ouverture, cette béance. Et je crois que l'œuvre d'art thumétique et la vie thumétique, le mode de vie thumétique, c'est cette capacité à démultiplier les rencontres qui nous transforme véritablement. C'est-à-dire, c'est un existentialisme au sens où on définit l'existence comme des rencontres transformatrices de l'individu. L'œuvre d'art qui me hante est une œuvre d'art finalement qui travaille sur moi et qui me transforme. Et ça peut aller du power pop de Rihanna dans Sledgehammer ou de Beyoncé jusqu'à l'art contemporain d'aujourd'hui, l'art thumétique, excusez-moi l'erreur. Tant qu'une œuvre d'art m'obsède et me transforme, et qu'elle est voulue pour ça, et qu'elle est conçue pour ça, et qu'il y a des règles qu'on va essayer de déchiffrer, vous et moi, dans ce cycle de conférences Philharmonie, et nous avons affaire à de l'art thumétique. Alors, Maldinet est très intéressant, puisque du coup, il situe l'art thumétique, il ne l'appelle pas comme ça, mais moi je l'appelle comme ça, dans l'idée d'une rencontre de l'œuvre et du public, peu importe l'intentionnalité de l'artiste, contrairement à l'art contemporain, qui fonde tout sur l'intentionnalité de l'artiste, plus ou moins validée par les critiques d'art, et par le marché de l'art, parce qu'il faudra aussi qu'on aborde le marché de l'art et des codes qui montent. Je vous cite encore Maldinet. Rencontre n'est pas contact. Rencontre n'est pas contact. Épreuve bilatérale. Mais, ça c'est trop beau et ça doit inspirer notamment les danseurs contemporains qui me suivent, et je sais que vous êtes très nombreux à me suivre, les musiciens vous êtes nombreux, Issa tu en es. Rencontre n'est pas contact, épreuve bilatérale, mais présence de chacun à l'avant de soi. Présence de chacun à l'avant de soi, à même l'épreuve de la présence de l'autre. C'est pas beau, ça c'est du Maldinet tout craché, j'adore cette façon de conceptualiser. La rencontre, c'est présence de chacun à l'avant de soi, presque sur la pointe des pieds, à l'avant de soi, présence de chacun à l'avant de soi, c'est-à-dire on se donne déjà dans la rencontre, présence de chacun à l'avant de soi, à même l'épreuve de la présence de l'autre. Oh, c'est trop beau, je t'aime Henri, je t'aime. Le dévoilement de l'un dans l'accueil de l'autre n'est une révélation pour celui-ci, l'autre, que si, dans cette épreuve, il s'apparaît à lui-même présent à l'avant de soi. Je vous le refais parce que c'est un peu compliqué. Le dévoilement de l'un dans l'accueil de l'autre. D'accord ? Le dévoilement de l'un dans l'accueil de l'autre. Et pour moi, c'est l'œuvre et le public. Le dévoilement de l'un dans l'accueil de l'autre n'est une révélation pour celui-ci, l'autre, dans cette épreuve, que si, dans cette épreuve, il s'apparaît à lui-même présent, c'est-à-dire tout d'un coup, je m'apparais moi-même sur la pointe des pieds, accueillant l'autre. On est les deux sur la pointe des pieds, à l'avant de nous-mêmes, et on se rencontre. C'est comme ça, c'est un triangle presque. Il y a un point de bascule de l'individu qui bascule à l'avant de lui-même. Et c'est vrai que c'est ça une rencontre. Une rencontrer quelqu'un, c'est ça, on est à l'avant de soi-même. Les rencontres qui sont en retrait, mystérieuse. Vous ne rencontrez pas quelqu'un qui fait 1-1. Votre psychanalyste qui fait... Vous ne le rencontrez pas parce qu'il n'est jamais à l'avant de lui-même. Et il y a plein de gens, pour se donner un style,
Un chef d'orchestre, merci. Il y a plein de gens pour se donner du style ou une posture, qui est toujours une imposture. Il y a plein de gens qui sont au contraire. Merci pour le partage, les amis. Vous partagez en masse et j'adore ça et ça me fait du bien et ça me nourrit. Merci, partagez. Il y a plein de gens qui justement ne rencontrent pas parce qu'ils font semblant d'être à l'avant d'eux-mêmes, mais en fait ils sont par devers eux. Ouais. Et donc on ne rencontre pas quelqu'un si on est sur ses talons. On rencontre quelqu'un quand on est comme ça, hein, le museau comme ça. C'est qui toi, hein, regardez les enfants sont tout le temps à l'avant d'eux-mêmes. Jamais on recule d'eux-mêmes, sauf s'ils ont peur. Mais quand on parle d'accueil, eh bien l'œuvre d'art thumétique c'est ça. Et même quand il y a des choses monstrueuses qui sont montrées, vous savez que vous avez affaire à du thumétique et pas à du contemporain quand l'œuvre d'art est à votre rencontre, va à votre rencontre, et vous obsède en cela et vous hante en cela. Et c'est en cela qu'il s'agit pour Henri Maldinet, qu'on analyse ensemble, de comprendre que l'œuvre, qu'elle soit musicale ou artistique, doit toujours être œuvre d'un rythme unique. Il y a toujours un rythme global dans une œuvre d'art. Et rencontrer une œuvre d'art, c'est toujours accéder à son rythme plus ou moins secret et se mettre au diapason de l'œuvre. J'adore cette expression, c'est pas de lui, c'est de moi, mais je vais vous citer Henri Maldinet dans une entrevue enregistrée à Vézelin en septembre 2001 par Ado Huygens. Voilà ce qu'il dit. Par exemple, entre une droite et un bleu dans un tableau de Mondiran, et une droite et un bleu perçus dans le monde. L'erreur est de confondre les deux ordres. Art et prose du monde, deux choses différentes. L'art et la prose du monde. C'est-à-dire d'oublier que le rythme de l'œuvre sous-tend toutes les formes qui la constituent. L'œuvre, c'est la théorie de la forme. L'œuvre a un rythme propre qui donne, qui forge tous les éléments de l'œuvre. Moi j'appelle ça entrer dans la logique de l'œuvre. Lui il parle de rythme et ça me va très bien. Rappelez-vous que j'avais défini toute œuvre d'art comme étant musicale. Musicale au sens rythmique, mélodique, harmonique, voilà. Et de timbre. Les éléments, il continue. C'est en lui, alors, donc le rythme de l'œuvre, hein, il parle de rythme de l'œuvre. C'est dans ce rythme de l'œuvre que tous les éléments existent. Le rythme de l'œuvre sous-tend toutes les formes qui la constituent. Il ne parle pas d'éléments, il parle de formes. Donc, Henri Maldinet nous dit qu'une œuvre est un rythme plein en elle-même. Il dit que donc, c'est dans le rythme de l'œuvre que toutes les formes qui constituent l'œuvre existent. Et pour exister, pour lui, c'est au sens plein du terme. Elle consiste de cette transformation. Les éléments d'une œuvre d'art sont, en elle, dans l'œuvre, des moments de forme, c'est-à-dire des esquisses rythmiques qui n'existent qu'à même le rythme unique de l'œuvre. Waouh, trop beau, magnifique. Théorie de l'œuvre comme rythme. Et moi, je souscris complètement. Quand vous voyez une sculpture, quand vous avez affaire à une peinture, vous plongez dans une cohérence rythmique unique. N'en parlons pas, bien sûr, de la danse contemporaine. Thumétique. N'en parlons pas de la danse contemporaine. Je continue avec cette citation. Donc, le rythme... pour Maldinet, le rythme existe sans avoir été possible auparavant. En général, lorsque vous appréhendez des choses du monde, vous appréhendez des choses qui sont possibles, parce que selon votre possibilité, et du coup, elles s'actualisent. Mais la force de l'œuvre d'art, la spécificité de l'œuvre d'art pour Henri Maldinet, c'est justement qu'elle apparaît dans sa surprise pure. Elle n'a pas été possible auparavant. Voilà ce qu'il dit. Le pouvoir de rendre possible et de donner sens, qui définit le rapport actif de l'homme, n'est pas à l'origine de l'art. Celui-ci, l'art, est la mise en œuvre d'une toute autre dimension humaine que j'ai appelée transpassibilité. Alors, on entre dans ce que veut dire la transpassibilité, qui est extrêmement importante pour comprendre l'art thumétique. Selon moi, c'est vraiment la clé, la porte d'entrée dans l'art thumétique, c'est cette analyse de la transpassibilité de Henri Maldinet. Comprendre une œuvre, c'est finalement en exister, il prend dans cette forme-là le rythme, en exister le rythme. Et voilà ce qu'il dit de la transpassibilité Maldinet. Il dit que tout événement est
il n'y a pas d'événement dans le monde. Tout événement, si l'œuvre d'art est un événement qui me transforme, tout événement est une surprise absolue. Une surprise absolue. Rien ne précédait, il n'y avait pas de possible avant. Et donc, face à l'œuvre d'art thumétique, un spectacle de danse contemporaine thumétique, une musique thumétique, j'espère que je vais vous en montrer là dans quelques minutes et que vous allez comprendre, c'est la surprise absolue. C'est-à-dire que l'œuvre que je vais vous faire écouter, qui s'appelle WXY, est une œuvre musicale qui va être, j'espère pour vous, une surprise absolue. Ce qui n'empêche pas qu'il y a un rythme, indépendamment du rythme dont parle Maldinet, d'un rythme de cohérence interne et logique, il y a un rythme. Il y a un rythme dans cette œuvre. Mais ce rythme-là n'empêche pas la surprise. Il est prévisible, il n'augmente pas, je garde toujours le même tempo, mais par contre, dedans, il y a de la surprise à tous les niveaux. Dans le monde, nous ne situons que ce qui est d'avance possible. Possible par nous, dit Henri Maldinet. Ce qui, dans cette perspective, ce qui est réel dans cette perspective est toujours d'abord possible. Le réel, c'est ce qui a été d'abord possible et qui s'actualise, d'accord ? Mais rien n'est plus contraire à l'art, nous précise Henri Maldinet. L'art, c'est l'opposé de cette traduction d'impossible en réel et d'un réel qui forcément a été possible. L'art, dans l'œuvre d'art, dans l'art, en lui, tout est surprise. Voilà ce qu'il dit. Dans l'art, tout est surprise. Alors, je vais nuancer Henri Maldinet. Je ne souscris pas totalement à son analyse. Il y a cataphonique là-dedans. Les questions, c'est dans peu de temps, mes amis. Je prendrai des questions. J'ai encore 15 minutes, je vais m'accorder 5 minutes de plus. Je vais trop vite, c'est pas grave, c'est en replay et vous pouvez vous passer le replay et faire des pauses. Et puis là, mon intérêt, c'est de vous exposer ma pensée. Puis après, dans les questions-réponses, vous pouvez me demander d'approfondir certains points. Je vais nuancer Maldinet avec Hitchcock. Hitchcock a une grande théorie cinématographique et plutôt une théorie de la narration qui consiste à transformer la surprise au cinéma. Tiens, tout d'un coup, il tombe. Tiens, tout d'un coup, il meurt. Tiens, tout d'un coup, il y a une catastrophe. Donc, on est surpris. Et lui, pour Hitchcock, il dit, c'est pas ça le but d'une œuvre. Hitchcock, c'est quand même un grand nom du 7e art. Il dit, le but du jeu, c'est de transformer la surprise, c'est-à-dire la chose qui n'a pas été préparée de façon narrative, qui nous surprend, qui n'était pas le possible qui devient réel, en suspense. Pour Hitchcock, il faut travailler que rien ne soit surprise et que tout soit suspense. C'est-à-dire une chose possible, plus ou moins désastreuse, qui nous hante de plus en plus, une chose informe. Là, tous les concepts dont j'ai parlé au début se mettent ensemble. Qui nous hante de plus en plus, qui nous obsède, et on en a peur, et Hitchcock était un maître en la matière, et de façon à ce que tout d'un coup, quand ça se réalise, et ça n'empêche pas des surprises dans la réalisation, eh bien, j'ai une sorte d'apothéose émotionnelle, du frisson, de l'angoisse, parce qu'il y a eu un suspense qui a été savamment entretenu avec des jeux de miroirs et de retournements et de switch, etc. Et je crois que l'art thumétique tire plus de leçons du point de vue du suspense hitchcockien, excusez-moi, que de la surprise dont parle Maldinet, même s'il emploie surprise en termes existentiel, voire existentiel, sous l'égide d'Heidegger. On ne va pas aller trop loin dans la métaphysique. Mais je crois vraiment que Hitchcock nous en apprend plus sur le coup. J'ai par exemple vu la dernière création de Ridley Scott, Alien Covenant, le dernier épisode préquel, suite au premier préquel de la saga Alien, qui est évidemment pas possible, enfin, je veux dire, c'est pas bon du tout. Ridley Scott a créé une œuvre incroyable. Je suis très admiratif de son œuvre, mais à 80 ans, là, le but est de détruire son œuvre. C'est d'ailleurs très intéressant du point de vue de l'art contemporain, pas du point de vue de l'art thumétique, puisque l'art thumétique, nous, on attend une expérience. L'art thumétique, c'est l'art de proposer une expérience de réensauvagement pour le public. Hein, c'est ça l'art thumétique. Donc l'œuvre d'art est une anti-catharsis. Pour Aristote, il fallait purger les passions, c'est-à-dire j'ai de la passion, de la colère, de la haine, etc. Et l'œuvre d'art va me nettoyer tout ça en montrant la haine à son paroxysme, la passion à son paroxysme. Ça, c'était au temps d'Aristote, au temps de notre époque surcivilisée, suradaptée au monde de la technocratie. Le but de l'œuvre d'art thumétique est au contraire de réensauvager et donc de remettre de la passion là où tout n'est que pression et tout n'est que, technocratie, y compris dans notre propre gestion de nos émotions. Donc c'est de l'anti-aristotélisme au niveau artistique, ce qu'on propose avec la thumétique. Là où Ridley Scott est intéressant, c'est qu'il est en train de détruire totalement ce qui a été iconique et fondateur,
en voulant surexpliquer. Donc c'est une œuvre d'art, c'est une œuvre commerciale, hein, sont des millions d'euros, des millions de dollars. Donc évidemment les images sont belles, etc. C'est le minimum vital qu'on attendait, le minimum syndical qu'on attend d'une œuvre avec autant de budget, les acteurs jouent bien et les décors sont beaux. Bon, mais évidemment le suspense est surfait parce qu'il est surexplicatif. Là où Hitchcock justement ne surexpliquait pas. Et donc avec Hitchcock on a déjà du prétumétique à certains endroits, notamment avec la musique utilisée, etc. Quand avec Ridley Scott on a vraiment des énormités, et je ne vous parle même pas du nombre d'incohérences par rapport à la saga elle-même. Par rapport à la logique interne, au rythme de la saga, il y a vraiment une dysrythmie totale. Bon, alors c'est intéressant le truc de Maldinet, l'œuvre d'art apparaît dans sa surprise ou dans son suspense, mais en tout cas n'était pas attendu là. L'art tumétique a des précurseurs. Pour moi, ce qui provoque cet effet-là, je vous ai cité quelques œuvres d'art, je pourrais même citer des œuvres d'art de l'époque moderne, comme Edgar Degas, une sculpture en cire, vous la connaissez peut-être, La petite danseuse de 14 ans, qui a d'ailleurs été absolument applaudie à l'époque parce qu'elle était elle crée une illusion de réalité en utilisant de véritables accessoires. Et évidemment, Degas qui était un touche-à-tout, hein, qui était vraiment sculpteur, naturaliste, photographe, peintre évidemment, crée finalement en utilisant des accessoires réels, une sorte de surillusion en étant responsable des traits de figure extrêmement vivants, crée une œuvre justement qui crée la surprise. C'est-à-dire qu'il crée cette gamine de 14 ans danseuse qui existait justement. Il fait en sorte, à mon avis, hein, c'est mon analyse de l'œuvre, de nous la créer et elle nous surprend. Et qu'est-ce qui nous surprend là-dedans? C'est justement qu'elle n'est pas possible. Il y a quelque chose d'impossible dans cette œuvre. Et bien sûr, l'art contemporain a saturé ces explications-là en proposant de l'impossible, je dirais en surexpliquant l'impossible. Mais il y a vraiment l'idée d'une surprise dont la possibilité ne préexistait pas. Mais ceux qui, pour moi, créent véritablement cette idée d'une surprise, d'une non-possibilité, et c'est d'autant plus intéressant que c'est prétumétique à fond, puisque je parle du 19e siècle, hein, du début du 19e siècle, je parle des Japonais, l'art de l'ukiyo-e. L'ukiyo-e, le monde impermanent, le monde flottant en japonais, et c'est l'image. Ukiyo, c'est vraiment l'idée d'impermanence presque taoïste, hein. Les images du monde flottant, on pourrait traduire, les images du monde impermanent. L'ukiyo-e, c'est ce mouvement artistique de la période Edo, 17e, 18, mais 19e siècle aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que la surprise, le saisissement quasiment tumétique, parce que vraiment, c'est des œuvres qui nous engagent, qui nous interrogent, qui nous proposent des expériences magiques. D'ailleurs, ça a fasciné l'art occidental, et Paul Cézanne, Gauguin, les plus grands ont été inspirés par le japonisme du début du 19e siècle, du milieu du 19e siècle, 1850, 60, et jusqu'à Hergé de Tintin. Hein. Ils ont été totalement fascinés par cette simplicité populaire. Donc c'est un monde en transformation. Hein. L'ukiyo-e naît lorsqu'on sort de la féodalité et qu'on arrive avec un développement de l'industrie et de la reproductibilité des œuvres d'art, qu'on arrive avec cette idée d'une bourgeoisie. Et donc c'est un art qui parle de la vie quotidienne, qui est reproductible. Ça plairait à Benjamin, qui a écrit ce fameux essai sur, je vous donne le titre, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. C'est un ouvrage de 1935 de Walter Benjamin, qui a été publié en 1955. Et donc c'est un ouvrage où il montre que avant la reproductibilité en masse, l'œuvre d'art avait de l'aura. C'est le théoricien de l'aura de l'œuvre d'art. C'est très intéressant dans la philosophie tumétique d'analyser cette notion d'aura, puisque en proposant une expérience, l'œuvre d'art évidemment doit être gorgée de quelque chose d'unique, de presque mystique, de presque sacré. Donc Walter Benjamin nous parle de l'aura de l'œuvre d'art et nous montre que
dans la photographie notamment, lorsqu'on peut reproduire, eh ben, l'œuvre d'art en tant que telle perd de son aura. Mais Benjamin ne le déplore pas. Une mauvaise lecture de Benjamin croit qu'il déplore anciennement l'aura disparue des œuvres d'art, mais pas du tout. Benjamin nous montre que finalement, on a affaire à du véritable art, parce que c'est je dirais de l'art qui n'est plus adossé au fascisme, aux aliénations de masse, mais très difficile à suivre. Je vais trop vite. C'est pas grave, ça vous challenge. Prenez ce qu'il y a à prendre, mes amis, et puis on discute dans 5 minutes. C'est pas grave que ça soit trop dur. Stick de Spinoza. Ah, l'éthique, vous faites des jeux de mots, d'accord. Bon. Les 30 qui me suivaient, est-ce que c'est vraiment si dur que ça? Je peux aller plus lentement si vous préférez, hein, il n'y a pas de problème. Après tout, je vous dédicace cette conférence. Bon, dites-moi si ça vous va comme rythme. Bon, bref, je continue. Sur l'ukiyo-e. Donc, pour Walter Benjamin, l'idée que les œuvres d'art ont perdu leur aura, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une Joconde et on se prosterne devant la Joconde, mais il y a une possibilité de reproduire les Jocondes d'aujourd'hui infiniment. Ça va Non, c'est bien, merci Liliane. Merci de me donner un feedback, j'en ai besoin. Eh bien, pour Walter Benjamin, on accède exactement... Merci, c'est pas un DT, mais merci, c'est une conférence, c'est super. Un peu trop vite. Bon, allez, mes amis, il y aura des questions-réponses, je vous le garantis, dans quelques minutes. Mine de rien, on a affaire à... merci Thierry, toi tu es un spécialiste de l'image, donc ça va, et de l'art, donc ça va. Donc on a affaire au contraire à la quintessence de l'œuvre d'art qui est libérée de tout pouvoir de fascination et d'hypnose. D'ailleurs, Walter Benjamin parle du cinéma comme une sorte de matrice d'hypnose. Et le cinéma, du coup, recèle quelque chose de dangereux. Finalement, on ne se rend compte de l'aura des œuvres d'art que dans une époque où l'aura des œuvres d'art disparaît. C'est par sa disparition que l'aura des œuvres d'art nous apparaît, justement, comme quelque chose qui est en passe de disparaître. Donc voilà, l'ukiyo-e, pour moi les plus grands, c'est Utagawa Hiroshige. Utagawa Hiroshige, il est mort en 1858. C'est de l'art du paysage avec toujours de l'humain dedans. Et c'est vraiment un art pour moi translucide. Je vais parler de plus en plus de translucidité avec vous. Et on a affaire à un art translucide. Et quand vous regardez l'art de Hiroshige, c'est vraiment très simple et c'est extrêmement hantant, obsédant. On a affaire à vraiment cette obsession dont je parlais. C'est un art public de masse. Les estampes, c'est de la gravure sur bois, mais c'est aussi des choses qui peuvent, avec des techniques d'impression des estampes, se reproduire. On peut les tirer à 2000 exemplaires, 3000 exemplaires, et c'est un grand succès en Occident, ça influence l'Occident. Mais aussi, moi ce qui me passionne encore plus, c'est vraiment l'art de Kawase, Hasui Kawase. Lui est mort en 1957, donc un siècle après Hiroshige. Et vraiment, ce qui m'intéresse, donc il entre dans la période du renouveau justement de cette œuvre d'art. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment la mélancolie, la nostalgie, l'hélas, je dirais. L'hélas qui transparaît dans ses œuvres. Il a un traitement, par exemple, donc c'est des œuvres, il faut voir vraiment l'art de Kawase. C'est tout simple, ça a l'air tout simple, c'est des poèmes, c'est des poèmes à la fois tendres et désespérés, hyper quotidiens, où l'être humain est infiniment, je dirais, petit, décentré, de dos, et donc on a affaire à des paysages qui écrasent l'être humain quand il y a être humain, parfois l'être humain n'est même pas là, et cette sorte de déréliction existentielle nous propose une expérience à vivre extrêmement forte, au-delà de l'imagerie facile pour illustrer des cartes de vœux ou pour illustrer des calendriers. Bien sûr, tout ça, c'était les thèmes de la bourgeoisie, calendrier, carte de vœux, et du coup, il y a beaucoup de scènes érotiques, vous les connaissez sûrement, hein, dans l'ukiyo-e, des scènes érotiques, des scènes avec des jolies femmes, icônes d'antan, des courtisanes d'antan, des scènes naturelles, des lieux célèbres. Hein, la passion des Japonais pour les lieux célèbres, à mon avis, vient véritablement aussi de ça. Et puis le théâtre kabuki, etc. Oui, Ozu aussi, dans le cinéma, donnerait véritablement à penser.
Voilà mes amis, je vais arrêter là, j'avais encore plein de choses à vous dire, mais je veux vraiment prendre mon temps avec vous, pas aller trop vite. Je vais vous faire part d'une œuvre, puisque maintenant c'est le moment de l'écoute, je finis chaque conférence par de l'écoute, il est 1h03, disons 55 minutes, j'ai encore 2-3 minutes, ça tombe bien. Je vais vous faire écouter une de mes dernières créations. Ça s'appelle WXY, ça vient du chinois Wang Tianyao. Je ne sais pas du tout prononcer les chinois, ce qui veut dire je désire en chinois. Donc c'est une œuvre, prenez-la comme une œuvre d'art tumétique. J'ai changé la forme des chansons traditionnelles. Normalement, les chansons dans l'art populaire, parce que c'est une œuvre un peu comme l'ukiyo-e proposait des supports populaires. Là, c'est une chanson qui est populaire. Il y a un rythme électro. Les codes sont un peu connus en termes de rythmique, mais évidemment il y a de l'art contemporain dedans, en veux-tu, en voilà. Je travaille avec des violons, j'ai eu un violoniste que j'ai sollicité pour cette œuvre, qui est plutôt violoniste classique, et je lui ai demandé d'improviser, donc ça donne des choses assez intéressantes. Et j'ai gardé de ce qu'il a proposé des violons qui donnent une sorte de luminosité assez sacrée, vous verrez, alors qu'on a affaire de l'électro et presque quelque chose d'assez commercial. On a des nappes de violon qui tiennent l'aigu, qui changent avec l'aigu. On arrive jusqu'à 3 violons et qui donnent une luminosité sacrée et donc magique à quelque chose qui est hyper urbain et hyper dansant. Ça dure 3 minutes, vous verrez. Donc je vous en parle avant et puis je vous débriefe un tout petit peu après. Et on fera après les questions-réponses. Ce que j'ai essayé aussi de faire, c'est donc changer le côté populaire et traditionnel d'une chanson à deux niveaux. D'abord le niveau de la forme. La forme, c'est la pulpe et le noyau. Donc on a de la pulpe, on a un noyau qui est un poème en français, et on a de la pulpe. Et la pulpe, c'est un mélange de scat. Vous connaissez le scat, vous connaissez Ella Fitzgerald. J'ai consacré un peu la conférence d'ouverture au Salon international de Tanger du livre et des arts il y a un mois, où j'ai consacré un passage sur Ella Fitzgerald et le scat, naissance du scat dans les années 30, développement dans les années 40. Donc c'est une sorte de langage, de proto-langage, un langage qui ne dit pas son nom. Je prends les questions après, je crois que ça va être passionnant, il faut que je garde mon énergie. C'est une façon aussi de reprendre mon souffle que de vous faire écouter ma musique. Et donc, c'est une sorte de langage comme ça. Alors, il y a 2 strates dans ce langage. Il y a, fait par une amie comédienne, qui peut-être nous écoute d'ailleurs, Stéphanette Martelet, il y a des bruits un peu manga, des bruits d'animaux. Il s'agit de l'esprit des forêts dans le poème. Donc des bruits d'animaux de dessins animés. Hein. Plein de petits bruits comme ça. Et donc ça, c'est une strate de langage qui n'est pas un langage, mais qui fait référence à ce monde familier, enfantin, très tendre, alors que le rythme est... Il y a une autre strate, il y a 3 strates, excusez-moi, une autre strate de mots et de bruit. C'est une femme qui vraisemblablement, et même sûrement, fait véritablement l'amour, et donc qui exprime toute... voilà, c'est un son que j'ai récupéré, hein, ça vient pas d'une expérience personnelle, je reste pudique, mais donc j'ai récupéré ces sons plus vrais que nature, d'une femme en plein émoi sexuel, orgastique, et donc il y a des soupirs que j'ai après mis en rythme pour qu'ils puissent... Ah, excusez-moi, ça a coupé. Voilà, je prends possession de ce portable. J'espère que ça ne coupera pas en plein morceau. Et puis la 3e strate de langage surprenant et d'informe dans le langage, c'est Shiraz, une amie chanteuse qui va... oui, musique maestro, je fais monter... Je mets du suspense Hitchcockien avant d'avoir la musique. C'est donc Shiraz qui fait du scat sur la musique, et on est plus proche de la soul, voilà. Donc ces 3 strates cohabitent tout le long dans la pulpe. Le noyau, il y a ma voix et la voix de Stéphanette Martelet qui disent ce poème, mais
calé à l'unisson, donc un retravail sur la voix. Et donc on est dans un truc, je vous montrerai le poème quand il passera, vous verrez, on est dans quelque chose d'énigmatique. Et on reprend sur la pulpe. Voilà, j'en ai assez dit. Essayez de détecter dans ces 3 minutes la part d'invitation de l'œuvre à quelque chose qui est surprenant et qui est de l'ordre d'une expérience. Et j'espère que ça va vous hanter tel qu'on l'a vu et vous apporter cette plénitude dont je parle. Pour dire un mot sur la plénitude, je pense à partir du moment où il y a une rencontre avec l'autre, l'altérité, et l'œuvre d'art est cette altérité où on est à l'avant de soi-même et dans l'accueil de l'autre, je pense qu'il y a vraiment plénitude. Et c'est ainsi que je définirais la plénitude. La plénitude, c'est un sentiment d'ouverture totale, sans discrimination, à tous les événements qui sont capables de me transformer. Et l'œuvre d'art m'initie de façon pédagogique à la plénitude. L'œuvre d'art est cet exercice permanent qui me permet de vivre dans la plénitude et de même travailler ma vie comme une œuvre d'art, ce que j'appellerais œuvre-vie dans le 3e numéro de Philharmonie. Je vous fais écouter WXY et puis on revient ensemble pour les questions-réponses. Bonne écoute à tous. Voilà mes amis pour ma dernière création. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Bien sûr, il y en a qui écoutent actuellement et qui ont participé à cette œuvre. Je pense à peut-être Issa qui était là, qui est mon ami guitariste. Voilà, et d'autres. C'est le moment des questions mes amis, donc j'attends vos questions avec enthousiasme. Je sais qu'il y en a... voilà, merci Elsa. Voilà, c'est le moment où je reviens avec vous. Je crois que je la reconnais, cette femme. Voilà. Voilà, ça vous a plu, j'espère. Animalité, sensualité, exotisme. René, merci. Super, super. Voilà, je me livre un peu à vous. Je suis en train de créer mon label, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc,
je vais développer la musique et la musique tumétique de préférence. Et vous voyez, entre le flamenco de Philharmonie 1 et l'électro, voilà le spectre de l'exercice tumétique. Merci Linda, est intéressant. Donc voilà, plénitude, rencontre, on a parlé de hantise, on a parlé de plein de choses. Quels sont les thèmes ou les questions? Quelle radio passe ce genre de musique? J'en sais rien, c'est nouveau, Freddy. C'est une musique nouvelle. On va révolutionner tous les domaines. Le but est de faire en sorte que l'art tumétique envahisse le monde. Participatif sur Internet, ton label, très japonais. Ouais, Alma, bien joué. On participe où? C'est-à-dire, comment ça, Elsa? Je comprends pas. Alors, là, ceux qui ont suivi cette conférence, je vous attends. Est-ce qu'il y a des questions, des nécessités d'approfondir? On a parlé de thérapeutique, tumétique thérapeutique. Voilà, on a parlé de plein de choses passionnantes. Donc, je vous attends. J'ai beaucoup l'ouverture des violons. Très bien. Et Yann, vous êtes sur le commentaire. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des questions? Financièrement, non, Elsa, il n'est pas question de finance. Alors, quelle différence et vision pour toi entre peinture? C'était un seul. Waouh, ça y est, vous êtes partis les gars. Merci de philosopher et de m'aider à aller plus loin. Quelle différence et vision pour toi entre peinture unique et photo multiple? Très intéressant, peinture unique et photo multiple. Aucune pour moi. Parce qu'à partir du moment où ce qui compte, c'est l'expérience que l'œuvre d'art est censée nous faire vivre, à partir de ce moment-là, il n'y a absolument aucune différence, si ce n'est ce que le spectateur projette sur l'œuvre. Et ça, c'est très important. Je crois de plus en plus que l'œuvre d'art fonctionne l'œuvre d'art tumétique fonctionne selon les traits du placebo. Nous sommes aujourd'hui dans une véritable... le placebo, vous connaissez, hein, c'est cette idée que donner quelque chose qui n'a aucune effervescence, aucun principe actif, est capable de guérir à 30%, 40% parfois. Alors on parle de placebo pur ou impur. Le placebo impur, c'est quand il y a quand même des vitamines et du magnésium, ce qui ne sert pas à grand-chose, mais on a l'impression qu'on va mieux dès qu'on prend nos vitamines, et on a l'impression qu'on est moins angoissé dès qu'on prend notre magnésium. C'est du placebo impur, c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas de principe actif, c'est qu'il n'est pas démontré par la médecine que le magnésium va calmer l'angoisse. Mais on l'utilise traditionnellement comme ça, et du coup, on en prend et on croit qu'on va mieux. C'est impur. Mais le placebo pur, c'est vraiment... en homéopathie, vous avez un placebo pur qui est fait là-dessus, c'est le saccharum lactis. Quand votre homéopathe vous prescrit du saccharum lactis, c'est juste absolument rien. C'est un placebo qui est assumé comme tel. Le placebo pur, c'est l'ésothermal. Quand vous faites du thermalisme et que vous allez... Alors bien sûr, vous vous reposez. Hein, quand vous vous coupez de votre vie quotidienne, vous vous retrouvez à boire de l'eau. Mais boire de l'eau, que ce soit l'eau du robinet ou de l'eau en bouteille, il n'y a aucune différence au niveau médical et au niveau chimique. Aucune différence. Et pourtant, vous avez l'impression que vous allez mieux parce que vous buvez de l'eau. Non, vous allez mieux parce que vous vous coupez de votre train de vie démentiel. Ça, c'est du placebo pur. L'homéopathie, c'est du placebo pur aussi qui s'affiche... pas comme tel, parce que les homéopathes sont énervés quand on dit ça, mais au niveau scientifique, c'est du placebo pur. Donc, le thermalisme et l'homéopathie, voilà. Eh bien, je pense que l'œuvre d'art, c'est ça. Il y a des artistes qui sont inducteurs de placebo, des œuvres plutôt, des œuvres qui sont inducteurs de placebo, des œuvres et des artistes, un peu comme un médecin peut être inducteur de placebo, un peu empathique, un peu chaleureux, un peu paternaliste, et hop, vous vous sentez guéri tout de suite. Et puis, il y a des sensibles au placebo. Hein. Le public peut être plus ou moins sensible au placebo. En fait, l'art tumétique dépend de la qualité de la relation entre l'artiste et le public. Alors forcément, quand tu as affaire à une œuvre d'art unique, tu as l'impression d'avoir quelque chose au niveau du placebo, dans la projection que tu fais sur l'œuvre, quelque chose de rare, quelque chose qui t'est vraiment destiné ici et maintenant dans ce lieu terrestre. Et du coup, l'activité de placebo fonctionne plus. Alors que si tu as affaire à une œuvre reproductible qu'on t'envoie en photo, cette qualité ne joue pas. Mais regardez bien, on aurait des artistes
qui serait placebo-inducteur, c'est-à-dire qui arriverait vraiment, un peu comme des médecins homéopathes, hein, à induire, non pas la guérison, mais en tout cas l'extase artistique, cette émotion particulière, cette plénitude dont je parlais. Et puis on aurait un public qui serait plus ou moins placebo-sensible, co-créateur, en fonction de la culture, en fonction des modes, un peu comme le malade qui prend de l'homéopathie est plus ou moins placebo-sensible. Et bien sûr, plus il y a une confiance entre l'artiste et le public, plus une confiance s'installe, plus évidemment l'effet tumétique, on va dire pas thérapeutique, mais l'effet thérapeutique fonctionne. Exactement avec comme le médecin avec ses patients. S'il y a une vraie confiance en votre médecin, évidemment, l'effet placebo, l'effet thérapeutique fonctionne à plein. Et donc, pour te répondre, cette différence, Thierry, je la vois là-dedans. La peinture unique, il y a vraiment, tout dépend de l'image, l'harmonie. Hein. L'harmonie qu'a l'aura, peut-être, vient de l'artiste. L'aura qu'il déploie, on dit c'est cet artiste, cette œuvre est unique, et il est vraiment dans un rapport de confiance avec ses fans. Et on sait bien qu'au XXIe siècle, à l'heure de la dématérialisation des supports culturels et des supports artistiques, ceux qui vont survivre, c'est ceux qui arrivent à inventer un storytelling où ils créent, comme le médecin qui utilise le placebo, ils créent une relation de confiance avec leurs fans, avec leur public, et du coup, au concert, on a affaire à une explosion de placebo formidable. Voilà. Donc, dans la... voilà, j'espère t'avoir répondu. Il ne faut pas que je m'étende trop, sinon on ne pourra pas beaucoup parler. René, l'art tumétique, c'est tendre vers la transcendance pour l'interrogation, sortir de nos dualités, bien sûr, se laisser surprendre. Je dis, alors, tendre vers la transcendance et l'immanence, et ça va dans les deux sens. J'ai fait un dessin ici, alors ça ne va pas trop vous parler, mais je vous l'esquisse quand même. Vous l'avez là, regardez. Le moi se situe ici. Vous avez donc votre conscience qui se situe ici. Elle va toujours vers le dehors, vers l'autre, vers l'extérieur, hein, dans le monde effectif. Et elle va toujours vers le dedans, vers le monde affectif. J'appelle ça l'excès quand on sort du corps, et j'appelle ça l'accès quand on va dans le corps. In fine, l'accès tend vers le décès, c'est-à-dire au plus profond de moi-même, tel point que je me dissous, ce qu'on appelle l'immanence pure en philosophie. Et l'excès tend vers le succès, qui est la dissolution de moi dans le monde. Le succès, c'est vraiment la transcendance pure. Donc le corps fonctionne comme ça, c'est ma définition même du corps. Et le procès, c'est le moi réflexif qui pense sur lui-même, qui réfléchit sur lui-même, la conscience réflexive si tu veux. Le jeu, J-E entre parenthèses U, c'est la capacité de mettre ce curseur du moi plus ou moins dans l'intérieur ou dans l'extériorité. Il y a des jeux qui sont tout petits, de là à là c'est tout petit, et puis il y a des jeux qui sont larges, qui sont amples. Vous pouvez aller loin dans le succès et loin dans le décès, enfin vers plutôt. L'accès est ample, hein, la vie affective est large, et la vie effective est large. Et les deux vont ensemble. Plus j'ai une vie effective large, plus j'ai une vie affective large. Plus je m'éclate dans le monde, plus je m'éclate en moi-même. Et donc c'est comme un élastique que vous tirez des deux côtés. Vous voyez, vous tirez vers le dehors et vers le dedans en même temps. C'est pas juste j'ai une grande vie intérieure et très peu de vie extérieure. C'est un élastique qu'on tire des deux côtés. Voilà, donc pour te répondre, René, l'œuvre d'art tumétique augmente ton élastique et augmente ton jeu. Agrandit ton jeu, tes possibilités d'aller dans le curseur, d'aller dans le dehors et dans le dedans en même temps, bien sûr. Le curseur ne fait jamais ça, il fait ça en même temps qu'il fait ça. C'est un élastique. Voilà, donc il va vers la transcendance comme il va vers l'immanence, et c'est simultané. Alors que dans l'art contemporain, il y avait vraiment un art sacré contemporain, même Stravinsky joue là-dedans, hein, dans les terries de Stravinsky, voilà, on a des messes sacrées. Il va vraiment vers la transcendance et vers l'immanence aussi, donc en ce sens, il est précurseur de la tumétique. Mais on n'est pas dans la transcendance pure. Pas de transcendance sans immanence. Voilà un peu le système tumétique résumé de façon sommaire. Voilà. Je reprends. Ah oui, là, mes amis, là, on est dans la philosophie de haute voltige, je dis en me lançant des fleurs. Hein. Là, on est au top du top de la philo. Là, c'est pas ce que vous avez à la télévision, mes amis. Là, on est dans du lourd. Vous voyez, on est dans du vrai. C'est ça, la philosophie. C'est inventer des systèmes globaux de vision du monde et vous les proposer. Hein. On n'est pas dans du lis ton Nietzsche et t'iras mieux. Alors, intéressant ce passage concernant la hantise. Merci. J'y réfléchis pour le moment, je me le remémore. L'art tumétique comme thérapeutique peut-il conduire à une forme de vérité du réel? Elsa, merci pour cette question. L'art tumétique comme thérapeutique, une vérité du réel? Non, il n'y a pas de vérité du réel dans ce système, dans cette vision de l'art, parce que la vérité, est une création.
Donc il n'y a pas accès justement à la transcendance dont parlait René. Il n'y a pas cet accès à une transcendance qui serait pure extériorité. Pour moi, il y a des... comment dire, vous avez même dans la dance, vous avez des... On parlait d'électro. Même dans la dance, je pense à Lina Conquest. Lina Conquest, elle fait de la dance, Lena, L-E-E-N-A, Conquest. Moi, j'aime beaucoup son travail. Un album qui est sorti, une chanson qui est sortie en 2015, j'ai oublié le titre. Un album qui est sorti en 94, je crois. Enfin bon, j'aime beaucoup son travail, c'est de la dance, mais vraiment, on a l'impression quand on l'écoute, on a l'impression de mieux connaître quelque chose du monde, une vérité posée dans le monde. Mais ce qui est génial, c'est que cette vérité, c'est le produit de l'écoute. Donc la vérité, c'est le produit. Donc c'est pas se mettre en osmose avec le réel, c'est créer le réel. Ce que j'appelais la transduction chez Henri Lefebvre, je tends vers quelque chose que je suis en train de créer, ou la transpassibilité chez Henri Maldinet. Voilà, c'est-à-dire l'événement comme surprise absolue, et donc il n'y a pas d'événement dans le monde, puisque dans l'événement, l'événement n'était pas possible avant que d'arriver. Voilà, l'événement n'était pas possible avant que d'advenir. Voilà, j'espère répondre un peu rapidement, mais sommairement et joliment. Alors, je continue. Nous voilà très aquatique. La femme est totalement tumétique, c'est une œuvre d'art pur. Ah, tu parles de la musique. Oui, excusez-moi, j'ai du retard, j'essaie de rattraper le retard. Tu n'évoques que la musique et la peinture, se résume-t-il? Non, 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 bien sûr. Je vais parler de gastronomie, je vais parler d'architecture. Et d'ailleurs, dis-moi de quoi tu veux que je parle, hein, parce que moi, pour moi, l'art tumétique, c'est pas l'art, c'est un rapport existentiel au monde. Hein, c'est pas, voilà. Donc, dis-moi de quoi tu veux parler, mais on va parler de. Oui, je suis danse peinture parce que c'est des arts que je pratique. Je peins et je fais de la musique. Et je compose notamment pour la danse contemporaine avec Sandra Aboive, mais bien sûr ça touche tous les domaines de l'art, jusqu'à la BD, jusqu'au cinéma. On aura des grandes explications du cinéma. Là, je suis en train de poser des jalons qui vont nous permettre après de vagabonder dans les œuvres d'art, hein. Donc rassure-toi, Thierry. Placebo, c'est l'intention qui compte. C'est pas l'intention qui compte. Dans le placebo, c'est la croyance un peu naïve. Il faut que j'adhère complètement. Par exemple, dans les nouveaux sorciers qu'on a aujourd'hui, on a plein de sorciers qui disent « vous pouvez guérir à distance, etc. Il faut que l'autre consente ». Ils sont obsédés de consentir. Il faut que l'autre consente. Vous pouvez prendre sa photo, le bichonner, envoyer des ondes. Bon, voilà. Évidemment qu'il faut que l'autre consente, parce qu'il faut que l'autre soit au courant que vous lui envoyez des petites fleurs et des petites ondes alpha, méga, bêta, sigma. Et donc, ils invoquent le consentement comme un truc un peu catho, aimez-vous les uns les autres, mais en fait, c'est réellement comme ça que la magie fonctionne, vous le savez très bien. Il faut dire à l'autre, je t'ai lancé un sort, et du coup, l'autre peut dépérir s'il est dans le nocebo, en l'occurrence, une croyance d'une efficacité qui n'existe pas. Et la placebo, une efficacité négative dans le nocebo, et dans le placebo, une efficacité qui me plaît, hein. Placebo, ça veut dire je plairais au pluriel. C'est le remède qui dit, c'est un remède pas pour guérir, mais pour plaire. Il se trouve que ça guérit aussi. C'est pour ça que je suis pas en train de dévaloriser le placebo. Moi, je le valorise. Le placebo, c'est merveilleux. Si on pouvait tous se guérir par placebo, ce serait vraiment formidable. Voilà. Donc, les sorciers d'aujourd'hui, hein, ceux qui jouent les guérisseurs un peu New Age, évidemment, ils insistent sur le consentement parce que c'est la façon d'opérer sur le placebo des autres. Hein. Ah mon Dieu, il m'a envoyé. On le retrouve dans toutes les superstitions. Dans toutes les superstitions, il faut mettre l'autre au courant qu'on lui a lancé un sort, qu'on l'a guéri, qu'on a fait à la Mecque des prières exprès pour que ça aille mieux. Il faut vraiment prévenir l'autre pour que ça ait un tout petit peu d'efficacité. Il faut que l'autre soit un peu naïf et qu'il ait envie d'y croire. Voilà. L'artiste thérapeute. Ouais, c'est pas l'artiste, c'est l'œuvre. J'insiste vraiment, dans l'art tumétique, on n'est pas du tout dans la fétichisation des artistes. Et je vous ai parlé de l'artiste placebo. C'est vrai qu'il y en a qui créent des liens avec leur public, et ça, on en parlera, c'est très important. Mais il s'agit de la célébrité. Il s'agit de la célébrité. Mais il ne s'agit pas de l'artiste qui aurait une quintessence artistique en lui-même. Voilà, c'est très très important de comprendre ça. On parle vraiment des œuvres. C'est l'œuvre qui a un efficace, c'est pas l'artiste lui-même. Un art de l'hypnose, a dit Issa, bien sûr. Placebo, c'est surtout le résultat qui compte, la sensation d'aller mieux.
Je crois que l'artiste ne maîtrise pas son aura. Si, il le maîtrise. Et aujourd'hui, justement, on entre dans l'art tumétique, c'est-à-dire des artistes qui sont totalement conscients de la communication qu'ils doivent faire, parce qu'il y a tout l'apport de l'art contemporain où tout n'était que communication. Vous voyez les grands artistes contemporains qui ont réussi, comme par hasard, ce sont presque que des hommes, parce qu'ils communiquaient beaucoup plus facilement dans une société phallocratique. Et comme par hasard, ils sont hauts en couleur. Les Andy Warhol, les Picasso et compagnie, c'est des gens hauts en couleur et qui ont un storytelling, une narration d'eux-mêmes totalement bien fondée. Et donc les artistes contemporains utilisent aussi complètement cet apport-là. Donc ils maîtrisent leur aura, évidemment. Évidemment. Et le propre de l'aura, c'est de donner l'impression de ne pas être maîtrisé, bien sûr. Évidemment. On continue. On dépend aussi du moment où... alors, Ena dépend aussi du moment où on va découvrir l'avoué, tout à fait. Vincent, tu as perdu, je crois qu'il est pendu. Je comprends rien, Cyril. Le support sportif peut-il être artistique? Très bonne question, Thierry. Je te répondrai évidemment oui. Évidemment oui, je crois qu'il y a des sportifs qui sont des artistes tumétiques pour plein de raisons. D'abord parce qu'ils sont capables, par leur coup de pied, si c'est des footballeurs, par leur prouesse, etc., ils sont capables de transcender le public. Et du coup, si on définit l'œuvre d'art, non pas par son intentionnalité d'être œuvre d'art, comme dans l'art contemporain, mais par son efficace sur un public, le sportif et l'artiste, ils peuvent se conjuguer, évidemment. Et je dirais même à l'inverse, il y a des artistes qui utilisent la performance en sens sportif du terme pour pouvoir évidemment avoir un impact sur le public. La définition même de l'art tumétique, c'est quelque chose qui n'était pas réel et qui surprend parce que c'était pas réel, excusez-moi, c'est quelque chose qui n'était pas possible quand ça advient. Dans l'exploit sportif, on l'a. Ça n'était pas possible avant que ça advienne. Donc on a affaire, je veux dire, à certaines passes de Maradona, c'est de l'œuvre d'art. Évidemment, c'est de l'œuvre d'art parce que ce n'était pas possible avant que d'apparaître dans la pure surprise. Et ça crée évidemment l'enthousiasme. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que grâce à l'art tumétique tel que je le définis avec vous, on va pouvoir faire entrer dans le champ de l'art des choses qui normalement n'entrent pas. L'artiste, le sportif, bien sûr. Moi, je viens des arts martiaux. C'est le seul sport que j'ai pratiqué avec ardeur et passion et professionnalisme. Dans le kung-fu, les arts martiaux chinois, ce qui m'intéressait, c'est justement ma capacité à être artiste. Les seules choses qui m'intéressaient, que ce soit avec Yung Wan Jung, mon maître à Aix-en-Provence, ou Eugène Charléry, ou Didier Bédard dans le Kung Fu Wing Chun, à chaque fois, les 3 maîtres que j'ai eus qui ont jalonné ma pratique, ce qui m'intéressait, c'est d'être artiste. D'ailleurs, ils me le reprochaient parfois. Je me souviens de Vincent, t'es trop esthétique, etc. Mais évidemment, c'était de la danse pour moi. Et même si c'est efficace, c'est ça qui est amusant dans l'art martial, c'est que c'est une danse et que c'est de l'efficacité. Donc oui, et dans les artistes qui utilisent, je pense par exemple à une chorégraphe contemporaine qui est belge, qui s'appelle Joanne Saunier. Vous connaissez peut-être Joanne Saunier. Elle est née en 67 et elle a fait une œuvre en 2010 qui s'appelle le trait de l'oubli, Line of Oblivion. Line of Oblivion. C'est très beau, c'est sur la frontière mexicaine, c'est une interrogation d'un mec en chaise roulante, un Mexicain, Emilio Barroso, et qui se retrouve en chaise roulante avec, il y a de la vidéo, c'est multi, il y a un vrai travail scénographique, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans l'interrogation de ce que c'est une frontière, de ce que c'est évidemment l'impuissance à pouvoir se situer, à pouvoir avancer, à pouvoir se déterminer. C'est anxiogène et à la fois ça apporte une dimension extrêmement de prouesse, de performance quasiment sportive, même dans l'immobilité, même dans la tenue, l'intensité. Et ce que montre Joanne Saunier dans cette œuvre, me semble-t-il, c'est précisément l'impossibilité d'une rencontre, mais en montrant l'impossibilité d'une rencontre avec ce Mexicain en chaise roulante, cette impossibilité de la rencontre est une rencontre pour nous. L'œuvre d'art nous donne à rencontrer l'impossibilité de la rencontre. Et c'est pour ça que c'est magique, et c'est pour ça que c'est tumétique, et ce n'est plus contemporain. Et c'est pour ça que moi, cette œuvre d'art de Joanne Saunier, je la situe dans l'art tumétique. Car il est demandé au public de faire une expérience sensorielle, fantasmatique, narrative, visuelle, extrêmement visuelle, sonore bien sûr. Et cette expérience-là, on y est invité, et donc on rencontre à l'avant de soi, ça nous met à l'avant de soi. L'art tumétique,
c'est quand on est à l'avant de soi dans la rencontre avec l'œuvre, quand vous êtes comme ça, dans l'émerveillement, dans l'extase, et que vous êtes à l'avant de vous-même, même quand c'est monstrueux ce qui est montré, même quand c'est révoltant, ça vous engage à entrer à l'avant de vous-même, comme l'œuvre entre en vous à l'avant d'elle-même, et vous accueillez l'œuvre. On accueille l'œuvre, on est hanté par elle, l'œuvre entre et on est hanté. Voilà, je continue les questions. Comment se sent l'artiste en art tumétique? Il se sent bien, Liliane, il se sent missionné parce qu'il propose des expériences au public. Il se sent à la place du public, il a beaucoup d'empathie, il n'est pas dédaigneux, au contraire, il se met tout le temps à la place du public pour vivre ce qu'il pourrait vivre. Il se sent scénariste, profondément scénariste. Et ça, on le verra dans l'épisode 3. On va voir vraiment en quoi la narration devient l'essence même. Thierry, d'ailleurs, tu parlais de est-ce qu'il y a autre chose que la danse? Mais en fait, il y a le scénario. Profondément, l'art tumétique suprême, c'est l'art du scénario. Profondément. Et qui est un art très dangereux. Je crois qu'il y a un immense danger dans les séries américaines qui nous rendent addicts. Il y a un immense danger de déréalisation dans le scénario. On en parlera aussi. Mais profondément, qu'il soit sculpteur, musicien, gastronome, il s'agit d'un scénario. Et en gastronomie, vous savez bien que le scénario existe. Hein. On vous raconte le plat, on vous le décrit, on vous dit d'où ça vient, et vous le mangez, et puis vous en parlez, et puis vous le prenez en photo. Et c'est tout un scénario qui se déploie. Donc l'art tumétique, c'est d'abord l'art d'un rythme que l'on saisit, d'une musique que l'on saisit scénaristiquement. Voilà, et on en parlera évidemment ensemble. Et d'ailleurs, toutes les œuvres que je cite comme étant pré-tumétiques ou tumétiques, ce sont des œuvres qui invitent à un scénario, parce que le scénario invite à vivre une expérience. C'est l'œuvre d'art qui vous invite à vivre une expérience. Donc tous les sportifs qui sont scénaristiques lorsqu'ils font du sport sont tumétiques quelque part. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Il se fait tard, je dois y aller, d'accord. Björk était l'artiste tumétique à 200%, Cyril, à 2508%. Björk est évidemment toute son œuvre. Je crois qu'il n'y a rien qui ne soit pas tumétique chez Björk. Je crois que je connais à peu près toute son œuvre. Björk est même quand elle était dans son groupe de pop là, c'était tumétique à 2552%. Voilà. Évidemment, parce que Björk propose une expérience à chacune de ses œuvres, une expérience qui hante, c'est hyper hantant. On est dans de l'improvisation mélodique, le grand mystère de Björk, parce que j'ai analysé ses compositions de façon très assidue. Évidemment qu'il y a une part, en fait c'est proche de l'art arabe, même si ça ne sonne pas comme de l'art arabe. Il s'agit d'une mélodie sur laquelle on va greffer des mélismes d'improvisation. C'est extrêmement intéressant ce que fait Björk. On en parlera, on va décrypter des œuvres de Björk. Mais vraiment, Cyril, si tu me cites Björk comme artiste tumétique, c'est que tu as vraiment compris ce que c'est l'art tumétique. Voilà. D'ailleurs, tu vois ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est vraiment une invitation comme Björk. Ça n'a rien à voir avec Björk, c'est pas le même univers, mais on a affaire à un truc de ça me rentre et je suis plus le même quand j'ai rencontré l'œuvre, j'espère en tout cas, qu'avant. Ça m'a transformé. Cataphore dans la tumétique ou pas? Bon alors, cataphore dans la... cataphore évidemment. Métaphore, cataphore, anaphore, j'ai envie de te répondre, Ena. Alma, tumétique égale trans, oui. Tumétique égale trans dans la rencontre d'une œuvre qui vient te transformer, donc élargir ton spectre, comme je vous ai parlé du corps, tirer sur l'élastique. Voilà, l'œuvre tumétique et élastique d'ailleurs font bon ménage au niveau sonore. Hein, tumétique, élastique. Tumétique, nanana. Être sur la même longueur d'onde. Bah oui, être sur la même longueur d'onde, ça me va. On parle d'onde, on parle de vibration, évidemment. Et au comment art tumétique en lien avec l'expérience de l'ensemble des sens au-delà du réel. Oui, au-delà du réel ou dans le réel qui est déjà irréel. Le réel est fait d'irréalité. Rapport existentiel au monde, quel rapport avec le syncrétisme? Aucun. Dans le syncrétisme, ça dépend ce que tu entends par syncrétisme, mais si c'est l'éclectisme à la Victor Cousin, aucun rapport, parce qu'il s'agit de faire son marché en prenant un peu de ci, un peu de là, un peu par-ci, un peu par-là. Et donc, moi, je parle d'un rythme unique avec Maldinet, d'une œuvre qui propose un rythme unique. Et cette unicité du rythme dans une œuvre, même s'il y a plusieurs éléments ou plusieurs forces qui la composent, s'oppose au syncrétisme. Il s'agit vraiment d'un Aufheben, d'un dépassement, d'une relève, d'une sursomption, comme on pourrait traduire ce concept de dépassement, de relève. C'est-à-dire que je dépasse, mais je conserve ce que j'ai dépassé, et donc c'est plus qu'un sacrétisme.
C'est autre chose. C'est un mélothéisme. Hein, si vous voulez de la transcendance, il y est, puisque je vous dis que la thumétique est une nouvelle religion. C'était la religion de l'art. C'est-à-dire que je pense vraiment qu'on est en train de créer une nouvelle forme de spiritualité de religion. C'est pour ça que c'est une connexion à la vie. Et Philharmonie, le nom de ce cycle de conférences, c'est un rapport au monde. L'œuvre d'art thumétique définit et redéfinit un rapport au monde où j'ai le pouvoir et la puissance de pouvoir agir sur le monde. C'est un art d'empowerment existentiel. Voilà comment je pourrais dire. Est-ce que l'art thumétique est une volonté de refuser l'art sans lyrisme? Intéressant. Ou de refuser un art exclusivement narratif et impersonnel? C'est vrai que tu as raison, Thierry. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est vrai que dans l'art thumétique, il y a l'idée d'un lyrisme nouveau. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'un lyrisme. Mais c'est pas un lyrisme pour le lyrisme. Je vais citer d'ailleurs des œuvres qui sont assez froides, hein, assez nues. Hein. Johann Saunier, on n'est pas dans le lyrisme. Quand je vous citais Gonzalo Chihida, on n'est pas dans le lyrisme, vraiment. Et même, je dirais, l'ukiyo-e, c'est pas du lyrisme, véritablement. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée d'un truc qui est enthousiasmant. Il y a l'idée d'un truc excitant pour le public. C'est vrai qu'il y a un truc excitant pour le public. Sans tomber dans la critique que fait Nietzsche de Wagner, qui tyrannise les foules avec des effets et des sureffets. Mais il y a un truc excitant. C'est vrai que l'art thumétique ne laisse pas indifférent et est porteur de quelque chose qui nous redonne de la pêche, qui nous redonne de l'énergie. L'art thumétique donne de l'énergie. Hein. C'est aussi en termes énergétiques qu'on peut penser. L'art contemporain peut vous épuiser. Vous pouvez sortir d'un concert d'art contemporain, de musique contemporaine, totalement rincé, épuisé. Ça peut être un art vampirique. Au nom d'expériences, de normes et de scandales et de dénaturation dénaturalisation de la norme, etc. C'est épuisant. L'art thumétique vous fout la patate. Voilà. L'art thumétique, ça vous donne la pêche. Voilà. Ça vous nourrit. Vous sortez de là, vous avez envie d'en parler, de faire des dream tanks là-dessus, des agora vidéo citoyennes. Vous avez envie de raconter ça sur vos blogs ou sur vos pages Facebook. C'est enthousiasmant. Ça, c'est sûr qu'il y a un lien profond avec l'enthousiasme. Je dirais même que l'enthousiasme, l'amusement, l'enthousiasme, la création, ça rend créateur, l'art thumétique. L'art thumétique rend artiste. L'œuvre d'art thumétique, c'est amusement, création et enthousiasme. Voilà les trois mots. Et ça peut être un immense geste sportif, comme ça peut être un immense plat de gastronome, d'Alain Passard par exemple. La tarte aux pommes d'Alain Passard, c'est de l'art thumétique. Il fait des petites rondelles de pommes comme ça fond dans la bouche. Arrêtez, il ne faut pas que j'en parle d'ailleurs parce que ça me fait saliver. Après, je vais postillonner sur la vidéo. Mais c'est juste pas possible. Voilà. Donc, l'art thumétique, c'est amusement, créativité réveillée du public. Alors que nous sommes aujourd'hui dans l'ère de la dissuasion artistique. Toute notre société et toute l'industrie culturelle vise à dissuader les citoyens d'être des artistes. Toute l'industrie artistique consiste à dire non, tu n'es pas artiste ou tu n'es pas suffisamment artiste, tu n'as pas accès à l'art, ferme ta gueule, tu n'es pas coté, tu vaux rien, etc. À l'heure des smartphones, normalement tout le monde devrait être artiste, tout le monde devrait balancer des photos en disant je prétends que c'est de l'œuvre d'art, est-ce que ça vous fait vibrer les amis? Personne n'ose, personne n'ose. On est en sous-développement artistique, alors on a tous la possibilité de faire des films, et on ne fait pas de films. On laisse ça aux artistes. Nous, on a honte. Et donc, on est dans un régime de dissuasion artistique de masse. Et donc, l'art thumétique, c'est une bombe qui va exploser cette organisation de la dissuasion artistique, comme on parle de dissuasion nucléaire ou stratégique. Justement, parce qu'une œuvre d'art thumétique dit, vas-y, fais-en, vas-y. Là, ce que je vous ai montré, je suis sûr que si vous avez de quoi gratter ou faire un rythme, vous pouvez vous y mettre. Et vous pouvez proposer des textes, des poèmes. Le poème que j'ai écrit, qui est pour moi un poème thumétique, que j'ai théorisé en 97, hein, ça remonte à loin quand même, hein, ma théorisation. J'ai fait un manifeste de la poésie thumétique en 97. Voilà, où je parle d'un poème que j'appelle Catabane, et puis un autre que j'appelle Foudre aux yeux et Catabane. Les deux poèmes thumétiques que j'ai théorisés. Je vous lirai à peu près ce manifeste. Mais là, ça concernait que la poésie. Mais là, c'est de la poésie thumétique que je vous ai montré, même s'il y a des rimes et des vers qui sont précis. Il n'empêche qu'on a affaire à quelque chose qui dit « vas-y, fais pareil ». C'est toujours une invitation à la créativité. Et donc, une œuvre d'art thumétique est scandaleuse
non pas du point de vue des normes, etc. Elle est scandaleuse du point de vue de la dissuasion artistique organisée de façon bureaucratique avec subventions et compagnie, fait par l'art contemporain. Tout le monde peut être chorégraphe, c'est une évidence. Tout le monde peut dire bouge le bras comme ça, etc. Et pourtant, vous dites ça, c'est horrible. La plupart des danseurs contemporains ne supportent pas cette idée. Et puis le monde de la danse contemporaine que je connais un peu me dit c'est pas possible, quoi. Non, c'est juste pas possible. Et les subventions, tout le monde peut être artiste. Ça, il faut déverrouiller, il faut saboter l'organisation de la diffusion artistique aujourd'hui. Ça commence à l'école, hein. Ça commence à l'école. Donc voilà, une œuvre d'art thumétique est une sorte de brûlot qu'on envoie pour exploser la diffusion artistique en disant tu peux accéder. Attention, il ne s'agit pas de dire tout le monde est artiste et tu peux faire n'importe quoi. Surtout pas. Il s'agit de dire fais des choses qui provoquent un taux vibratoire narratif d'expérimentation possible de la part d'une communauté. Mais alors du coup, c'est très large. Et du coup, c'est excitant quand même, non? Enfin, moi, ça m'excite. Moi, ça m'excite. Je continue vos questions. C'est ton schéma DSL, un brin d'humour. Ah, c'est ton schéma, désolé. Ah, tu disais quoi sur mon schéma? Ah, je loupe, vous faites des blagues entrelacées. Vous parlez beaucoup, je suis trop bavard, zut. En plus, j'ai dépassé, là, il est 1h42, j'exagère, mes amis. Bon, je lis en diagonale, compagnie XY. C'est aussi ce qu'on me reproche du fait que du Qigong. Ouf, je suis pas le seul, d'accord. La virtuosité dans cet art, Freddy, il faudrait en parler, on va en parler. Je prends vos questions. Hein. La surprise n'a pas lieu dans la musique atonale, un argument qu'avait utilisé Carole Beffa, improvisateur, pour tourner la page de cette période d'expérimentation. Ça, c'est très intéressant, je connais très bien le sujet. Je viens moi-même de l'art de la musique contemporaine. Et un de mes maîtres en musique contemporaine, j'ai été son disciple, c'est André Bon. Je crois qu'il a pris que moi comme disciple. J'ai eu cet honneur-là. Un élève de Messiaen, enfin, il y en a pas mal d'élèves de Messiaen. Et André Bon, lui, il est sorti de la tonalité parce qu'il utilise des séries. Donc des notes qui ont des poids de gravité et qui peuvent attirer du coup un peu comme un système tonal. Et il y en a plein. Claude Balif nous parle aussi de ça. Voyage dans mon oreille, faut le lire, de Claude Balif, et puis il y en a plein d'autres. Donc effectivement, la musique atonale, c'est un suspense qui ne peut plus en être un au bout de 2 minutes parce que la tension se relâche tout simplement. Et donc bon voilà, tu es thumétique, c'est super Thierry. Elles sont trop figées. Non, une religion au sens mouvement qui touche à la compréhension du cosmos. Hein, voilà. L'art thumétique, c'est jouer en dehors de la réalité avec son corps pour entrer en contact avec d'autres dimensions de sa personnalité. J'adore. Samira, tu remets le jeu là-dedans et tu as bien raison, c'est du jeu, tout à fait. Quid du cœur antique de l'état grec, cette puissance que décrit Nietzsche dans la maison. Alors le cœur antique, j'ai composé pour lui, tu peux regarder, c'est sur YouTube. J'ai composé une sorte de texte, c'est sur Euripide, sur la Médée d'Euripide que je reprends. Ça s'appelle peut-être, je sais plus, tu regardes Médée, Euripide, Vincent Cespedes dans YouTube. Évidemment, ce n'est pas. J'essaie de rendre, c'est intéressant. Je pourrais vous le faire écouter, enfin écoutez-le. J'essaie de reprendre un texte donc antique, la Médée d'Euripide, mais de façon à désamorcer le cœur antique qui était censé faire un résumé de la situation pour un public qui pouvait ne pas connaître et camper un décor narratif pour en faire une œuvre thumétique. Et j'utilise les mots, alors il y a ma voix qui passe 3-4 fois, il y a tout un travail sonore avec l'orchestre pour pouvoir faire en sorte qu'on a affaire à de l'art thumétique alors qu'on prend quelque chose qui n'en est pas. Donc effectivement, ça peut être très inspirant, il peut y avoir une deuxième renaissance dans l'art thumétique où on utilise les classiques pour les faire renaître à la thumétique et non pas au monde moderne. Ah. Mais tout a... Déjà vu, non? Bah écoute, je sais pas si c'est déjà vu. Le suicidé de la société, rien de nouveau sous le soleil. Non, pas du tout. Parce que Artaud, dans le théâtre de la cruauté, ne propose pas. Artaud, il est dans une autre logique. Non, pas du tout, Kevin. Je connais bien Artaud. Artaud, il est dans une logique... il est dans une logique politique et même fascisante. Pour moi, Artaud est extrêmement fasciné par le fascisme. Il est fasciné par la montée d'Hitler, il a même écrit à Hitler et d'autres, et Artaud propose une sorte d'anti-hitlérisme. Il dit, Hitler a compris quelque chose, il a compris comment on peut être subjugué, comment notre société actuelle est moribonde, née à côté de son corps, et il faut faire renaître, non pas sur la sphère politique, mais sur la sphère du symbole, de la cérémonie, du théâtre, cette puissance endormie et moribonde de l'Occident, et du coup il se tourne vers les Aztèques, il délire
détruire complètement les Aztèques dans ce sens-là, qui sont quand même des individus qui ont fait couler le sang de façon rituelle, des fleuves de sang qui se répandaient justement pour provoquer cette transe à laquelle il aspirait. Et donc il fantasme le monde précolombien comme une sorte d'anti-hitlérisme, mais il est vraiment fasciné par cette puissance hitlérienne, même s'il voit Hitler comme un ange noir et qu'il essaie de créer le contre-ange. Donc on a affaire à une vision totalement mystique, messianique, qui s'adosse à une politique de manipulation de masse au bout du compte. Et les théâtres sacrés, au bout du compte, ça vise, c'est plus un art sorcier qui vise qui vise le groupe et la manipulation du groupe lui-même. Rien à voir avec l'art tumétique qui rend créateur. Artaud, non, il s'agit de réveiller, c'est une sorte d'art électrochoc, le pauvre en a eu par la suite, pour réveiller l'âme d'un peuple. C'est très peuple, Artaud, en fait, beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est pas du tout une expérience individuelle. Là, je vous parle d'expérience individuelle, je vous parle pas l'idée de communion collective. Jamais j'ai évoqué l'idée. Donc, on n'est pas du tout dans l'idée dans l'idée sanitaire de sauver un peuple et une société. Voilà, je fais vite sur Artaud, mais liberté sociale, je suis d'accord. L'art contemporain n'espère pas que la morbidité, cela me semble aussi interrogeant. Oui. Bouscule l'art contemporain, bah c'est bien, il y a un beau débat. Il y a un beau débat, mes amis, là. Voilà, l'art scénaristique, je vous en parle et je suis content, je vois que Marc est là, et donc voilà, on va renouer sur l'art. Voilà, merci mes amis. Artaud parle de Van Gogh là. Bon, Kevin, on continue le débat. Merci de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 21h. On parle de politique et de cybermodernité. C'est ce concept nouveau que je forge avec vous demain. Et vous allez voir, évidemment, il s'agit de 2 cycles de conférences, Philharmonie aujourd'hui et Sens aigu demain, qui sont totalement liés. Parce que Philharmonie est une réponse à Sens aigu. Sens aigu nous décrit le monde à venir, la cybermodernité, ses tares, ses déficiences, ses opportunités. Et Sens aigu et Philharmonie est une réponse existentielle, comment vivre dans la cybermodernité. Et la tumétique est une réponse éthique, tumétique et éthique font bon ménage, une réponse éthique sur comment vivre et que faire en cybermodernité. Donc demain, nous avons le versant politique de ma pensée nouvelle, pensée 2017, avant même les livres, qui s'esquisse en collaboration avec vous, et ça aussi c'est très tumétique, vous participez à l'œuvre en train de se créer, au livre en train de se créer, à l'œuvre et au livre. Merci beaucoup les amis, c'était formidable de vous avoir, j'ai dépassé le format, mais ça valait la peine. Partagez encore une fois tout au long de la semaine cette conférence. N'hésitez pas à la commenter dans les jours qui viennent, n'hésitez pas à l'approfondir, voilà, à faire écho, à raconter ce qui vous a plu, à commenter. Je prends tout ça dans ma besace et je vous concocte un numéro 3 encore plus ébouriffant. À bientôt.